Bonjour à tous, merci infiniment de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision, madame, messieurs, comme c'est le cas, de lundi à vendredi entre 10h et 12h avec 10-12 le Zénith. C'est un plaisir également de vous le dire que nous sommes heureux de partager le même verbe avec vous tous les jours à travers cette antenne. Dire également que l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, qui vient de reconnaître également à travers un tweet que l'un des vols, bien évidemment, de Air France a été également exceptionnellement acheminé au Cameroun, oui, pour réacheminer en France tous ces Français qui voulaient regagner leur pays. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les Camerounais qui sont également en France et qui veulent rentrer chez eux n'arrivent toujours pas à le faire. Et on va également dire qu'aujourd'hui, la toile n'arrête pas de tuer des gens en permanence. Il y a une folle rumeur qui tourne sur Internet selon laquelle son Excellence Paul Biya serait décédé. Heureusement qu'il y a des démentis qui n'arrêtent pas également de grandir de part et d'autre. Et quelqu'un d'autre qui a été tué hier, c'était effectivement Jacob Devarieux, qui lui a démenti en disant qu'il est chez lui, bien confiné en Guadeloupe. C'est assez compliqué quand même. En tout cas, soyez la bienvenue, installez-vous confortablement. Le temps pour nous de vous présenter tout cela qui écume ce plateau au quotidien. C'est Charles Amel Mbadjou, à qui on dit déjà bonjour et bienvenue Charles Amel. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à Madame Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, entre guillemets. On attend toujours les innovations. Elle a déclaré, je cite, « La montagne n'a pas tremblé. Nous avons des sismographes, même comme la plupart ont été détruites par les ennemis de la République. » À quoi voulez-vous faire allusion, Madame Madeleine Tuente? Quels sont ces ennemis de la République? Un temps soit peut changer un peu. On est déjà fatigué de ce langage. Les ennemis de la République, les antipatriotes. Mon Dieu. En tout cas, on va saluer en passant la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, docteur Madeleine Tuente, qui n'arrête pas également de nous faire parler. Et puis, beaucoup d'encouragement à son ministère, dont on attend encore les résultats des recherches autour du Covid-19. Mbombok Mbengan, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou, bonjour à vous chers téléspectateurs. 169 pays au monde sont touchés par le coronavirus. Malgré plusieurs alertes épistémologiques, épidémiques et tout ce que vous voulez, la vieille Europe et même l'Occident tout entier, surtout la vieille Europe et les États-Unis d'Amérique, très poussé, semble-t-il, en recherche médicale, très poussé dans les plateaux techniques, très poussé dans la médecine moderne, ne parvient pas à compter, ne serait-ce que ces masques. Donc l'Europe ne parvient pas à se couvrir. Et surtout, l'Europe ne parvient pas à secourir l'Italie. Où en est donc? Qu'est-ce qui peut nous amener à cela? Ils programmaient justement, je parle des Occidentaux, la mort de l'Afrique. Ils ont d'ailleurs dit, quand l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Aujourd'hui, qui l'eût cru? La Russie, surtout les Noirs venant de Cuba qui viennent aider l'Europe pour commander la nature, il faut lui obéir. Il faut obéir à ses lois. Vous avez agressé la nature vous la retourne. Peut-on pas poser aujourd'hui le réveil du continent avec les plantes médicinales que nous avons, que Madeleine Tuente, Madame, réveillez les laboratoires des plantes médicinales. C'est peut-être vous qui avez la solution entre vos mains. Coronavirus ne vient que montrer le déclin de l'Europe. Je dis bien le déclin de l'Europe. La Chine l'a su de part, la Chine a pris le devant. Et où est le Cameroun? Où est l'Afrique? Madame le ministre, réveillez les laboratoires d'analyse biomédicale. Lorsqu'on entend Mbombok Mbengan s'exprimer, on ne peut que le dire. Bien de choses à ses descendants d'Égypte, étant donné qu'il se reconnaît comme étant descendant de l'Égypte. Bonjour naturellement ce matin au peuple bassa qui nous regarde. Vous êtes la bienvenue chez vous, vous êtes chez Equinox Télévision. Elle est là comme à l'accoutumée, c'est Karine Sontia. Bonjour Karine et bienvenue.
Bonjour Michel et bonjour aussi à nos téléspectateurs. Faites attention à vous, le Covid-19 est bien là, c'est une réalité. Encore à ceux qui doutent, respectez les mesures d'hygiène. Mesures d'hygiène, mesures édictées par le gouvernement, les respecter absolument, ne pas, on va dire, s'en écarter, parce que laver les mains minimalement, j'ai envie de dire après chaque 15 minutes, n'hésitez pas à le faire. Elle est avec nous également ce matin, c'est une habitude du plateau, c'est Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Dominique et bienvenue. Merci de me recevoir, Michel Ngachou. Bonjour à vous, bonjour chers téléspectateurs. Ce matin, avant de raconter l'histoire du jour, j'aimerais adresser mes supplications entre guillemets au ministre en charge de la justice, ou bien disons des prisons au Cameroun, et également au ministre encore des Affaires sociales. Quelles sont les mesures que vous avez entreprises pour que le Covid n'arrive pas dans nos prisons? On sait qu'on a un nombre archi important de personnes incarcérées et que la maladie peut être très prolifique dans ces endroits-là. Comment est-ce qu'on protège nos prisonniers de cette maladie meurtrière? Quand je l'ai dit, je raconte l'histoire ce matin de Malachi. Il a 27 ans et il a fait il y a 3 ans un enfant avec une jeune femme. Il raconte que lorsqu'elle est tombée enceinte, il a pris les responsabilités, il a pris les devants, il est allé vers la famille de la fille et il s'est présenté comme étant le responsable de cette grossesse. Et jusqu'au bout, jusqu'à l'accouchement, il a payé toutes les factures. Après la naissance de l'enfant, la première année de la scolarisation de cette fille, il a payé naturellement les frais d'inscription. Sauf que aujourd'hui, l'enfant a 3 ans et il raconte que la mère de l'enfant l'a appelé il y a quelques jours pour lui dire Malachi, en fait, tu n'es pas le père de cet enfant. Il raconte qu'il s'est rendu compte qu'elle a volé l'acte de naissance parce qu'elle possédait le double des clés lorsqu'ils étaient encore en couple et il ne l'a pas récupéré. Donc, il nous pose une question aujourd'hui, celle de savoir que faire lorsque sa famille à lui demande de porter plainte contre la fille et lui, il est un peu perturbé par cette situation. Comment donc réagir lorsqu'on vous annonce que vous n'êtes pas le père de votre enfant ou de vos enfants? Lorsqu'on s'engage à envoyer un enfant à l'école, lorsqu'on vit avec une femme dont on est sûr que la progéniture est, dont on est le père, j'ai envie de dire, ou le géniteur même de l'enfant, et que quelques années après, quand on fasse savoir que l'enfant n'est pas votre enfant, au point de voler l'acte de naissance, c'est assez compliqué de comprendre cette histoire. Mbomborn Bengan, qu'est-ce que ça vous inspire ce matin? Non, d'abord la trahison, le choc d'abord pour Malachi, il a un nom biblique, donc il saura prendre ses ressources dans la Bible. Voilà. Non, c'est d'abord le choc, ensuite la trahison, après l'escroquerie. Et je dirais même la trahison, escroquerie et arnaque. La fille, toute femme connaît le père, le géniteur de son enfant, il sait qui a mis la grossesse. Donc si vous entêtez, je vais parler, si la fille garde le secret pendant 3 ans, ça veut dire soit elle jugeait entre les deux, bon non, sûrement qu'elle avait 2 amants qu'elle traitait. Fait, elle lui a dit que le père de l'enfant n'était pas là. Donc, il est revenu et désormais, il faut qu'il récupère son enfant. Voilà, ça veut dire que la fille avait 2 amants. Oui. Avait 2 amants et elle sait bien qui est le père. Maintenant, comme elles ont l'habitude, parce que ce langage n'existait pas à notre époque, mais l'époque d'aujourd'hui, on vous parle de mougou, on vous parle des financiers, on vous parle des expressions très rébarbatives qu'ils utilisent. Ça veut dire que Malachi, comme il a un nom biblique, il avait sûrement, comme on dit souvent, la main sur le cœur. On a dit que voilà, c'est un financier, il peut s'occuper de... Et le moment viendra, tant pis, on va lui dire que ce n'est pas son enfant. Donc, et la naïveté du garçon, que bon, il n'a pas veillé aux applications. Parce que voilà, c'est pour ça qu'on vous dit toujours que les relations hommes-femmes, surtout jeunes, ne vous concernent pas véritablement. Ou alors, si vous voulez les consolider, associez vos familles. Vous pouvez, le coup de foudre peut naître. Comme il y a aussi une expression que j'entends souvent, mon cœur a flashé, il a flashé. Bon, d'accord. Si vous flashez, dites-vous qu'il peut avoir également, j'allais dire, des désagréments. Comment contenir les désagréments?
c'est la vie en société, la vie en communauté. Les premières communautés, ce sont vos deux familles. Puisque en fait, vous envisagez même avoir des enfants. Quel est le comportement, ou alors quel sera le comportement de nos familles? Pendant que la fille vous annonce qu'elle est grosse, ce n'est pas vous. Vous vous limitez à deux, vous pouvez vous faire vos chuchoteries là entre nous, voilà. Mais c'est la maman. Votre maman va d'abord voir la maman de la fille et parlemente entre femmes. Après, j'allais dire, les familles se réunissent, puisqu'on ne peut pas engager la procédure de la dot à ce moment, puisque la grossesse est connue. Mais le parlementarisme de couloir existe. C'est ça qui fait lever les équipes. Par exemple, la maman de la fille va lui dire, je te voyais souvent avec deux gars là. Non, dis-moi ma fille, qui est vraiment le père de cet enfant. Donc, 1, 2, 3 fois, la fille va craquer, va dire, non maman, le vrai père de la grossesse, c'est elle. Et justement, la maman, comme elle savait faire, va dire à l'autre femme, et ça calme souvent. Généralement, ça se fait. Ouais. Après, la maman va dire à son garçon, bon d'accord, tu as vécu avec elle, tu t'es engagé, tu l'as aimé et t'as dessus, mais voilà, tu as prévu tant, donne-lui pour préparer quand même sa layette, ainsi de suite, et ça se limite là. Mais le problème arrive au moment où les deux pensent que... La question, Bombor, c'est de savoir, est-ce que le gars, au départ, savait que l'enfant qu'elle portait n'était pas le sien? Non, il ne savait pas. C'est ça, là où je parle de l'hypocrisie et même l'arnaque de la fille. Voilà. Il y a ils ont une expression, les panthères. Elles deviennent, oui, permettez que je m'exprime ainsi. Il y a plein de panthères et de charognards. Non, mais comment vous pouvez prendre ça? Vous partagez votre intimité avec un homme, mais vous vous dites, je vais le faire. C'est quoi? C'est quel type de comportement ça? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas amour. Ça veut dire que vous êtes donc une panthère qui peut dire à la biche, non, comme vous voyez là, même si j'ai fait n'importe comment, je ne vais jamais vous dévorer. Et les biches aussi vont commencer à sauter devant la panthère. Et le jour où la panthère aura fait, on va faire quoi? Donc, c'est un peu... permettez que je prenne ça de cette forme imagée. Il faut donc dire... Associer jeunes enfants, vous avez flashé. Vous avez, comment vous avez, dans leur expression là. Il y a eu un coup de foudre. Un coup de foudre, ils ont leur expression là. Oui. Mon gars a flashé. Le gars a flashé. Vous flashez, prenez les gens qui viennent vous encadrer dans ce flashage ou flashement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, pour vous permettre de vous orienter dans l'avenir. Mais cette fille là, elle est dangereuse. C'est même dans ce mariage là, elle ne restera pas. J'ai entendu Karine Stonza tout à l'heure souffler en me disant si le cœur a flashé, c'est pas l'appareil photo. On s'est bien compris. Moi, j'entends cette expression, je ne connais pas l'explication. Charles Amel Mbatou, c'est une histoire quand même cocasse. Hein? Vivre avec une femme, elle tombe enceinte, vous ignorez carrément que ce n'est pas votre enfant. Et un de ces quatre, elle vous sort justement cela, et vous balance cela au visage en vous disant « Vous n'êtes pas le père de mon enfant ». Eh bien, comment vivez-vous ça? Comment vivrez-vous ça si vous étiez à la place du père, Charles Amel? Ça ne peut pas m'arriver. Vous êtes un bantou à fumer. Ça ne peut pas m'arriver. Comment ça? Dès les premiers jours, c'est pas un peu pédant de dire ça. J'ai dit ça ne peut pas m'arriver. Je vous dis, je le dis à mon dos, ça ne peut pas m'arriver. Expliquez-nous, Charles Amel. Non, c'est le secret. Venez à l'école. Allons-y. Venez à l'école, on ne peut pas tout dire. Je peux vous donner seulement un point. Lorsque la fille entre dans son 13e mois, vous prenez la salive que vous mettez dans le nombril de la mère. Oui. C'est juste un premier point. Venez à l'école. Deuxième point, Charles Amel. On est à l'école. Vous êtes trop en route. C'est pas à la télé. On n'est pas en train de faire la télé-éducation traditionnelle, non. Venez à l'école, on va vous apprendre. Dans cette situation, la fille se retrouvait bannie de la famille parce qu'elle a menti à son père. Je le développe sous 3 triptyques. Le premier, quand une fille enceinte, elle répond à 3 questions posées par son père, pas par sa mère. Qui est l'auteur de la grossesse? Il vit où? Ses parents. La fille répond, c'est à 2, c'est pas à 4, c'est pas à 20, c'est à 2. Elle et son père. Il fait quoi? Il y avait une question qu'on posait avant, il est d'où? Cette question a sauté.
On ne la pose plus. Sauf pour ceux qui restent encore ancrés dans un conservatisme tribalistique, si vous voulez. Donc voilà les 3 questions. Lorsqu'elle a répondu, son père dit, fais-le-moi venir, je veux le voir. C'est là où elle entre. Le gars vient. Bonjour papa. Il ne vient pas seul, il vient avec sa famille. Pendant la discussion, il y a 3 questions encore. Est-ce que c'est le mariage ou c'est l'amusement? Ils répondent à cette question. Où est-ce qu'elle va se passer la grossesse? Chez nous ou chez elle? Comment assume-t-on les charges de la grossesse? C'est 3 questions. À partir de là, vous avez déjà les réponses. Lorsqu'on définit le lieu, on fait entrer les 3 autres personnes. Les détectives privés. Les détectives privés, c'est les sœurs, les belles-sœurs, qui entrent en action, qui causent avec la fille. Maman, mon frère là, il est derrière toi. On pousse la fille. Elles enquêtent. Ouais, ton téléphone est beau, fais-moi un peu voir. Pendant que tu passes le téléphone, tu crois que c'est la beauté de ton téléphone. On traque, on chasse, on enquête. Quelqu'un a dit qu'il y a des applications, même qu'on met tout ce que tu envoies. On commence à te... C'est ça les belles-sœurs. Elles commencent, elles entrent en action, les détectives privés. Lorsqu'elles rentrent dans les zones, on n'a pas pu trouver la fille, elle est très maligne. On fait entrer désormais celles qu'on appelle les inspecteurs de police. C'est les mamans. Toujours dans les familles? Toujours dans les familles? Je vous dis. Oui. D'accord. Je vous dis. On fait entrer la famille du garçon. On fait entrer les tantes. Quand la fille commence, c'est à partir du 6e mois, hein, quand elle commence, oh, ils m'ont dit, on dit que, chez nous, quand une femme a ça, c'est sûr que l'enfant là n'est pas de chose. Elles ont des techniques, les mamans. C'est-à-dire, on te prend, on te brasse, tu vas craquer. Si c'est faux, tu vas craquer. C'est comme ça, oui. C'est ce qu'elle aura vécu, cette fille-là, ou bien? Non, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans le jeu. Vous ne vous rendez pas compte. C'est des petites causeries. Ouais, la façon que tu es assise, là, un genre. Cette position, c'est dans notre famille, ce n'est pas comme ça. Tu es sûr que l'enfant, là, c'est vraiment l'enfant de notre frère? Parce que nous, on donne des grossesses où le ventre même tombe. Vous entendez ces expressions-là. Vous riez en disant que, ah non, vous dites qu'il y a des gars qui sont champions. Et ils donnent les grossesses, c'est le long ventre. On dit que non, chez nous, le ventre, quand la femme a la grossesse, c'est des causeries qu'on vous envoie. Mais attention, c'est très dangereux, c'est subtil. On cherche à avoir une information. Lorsqu'on traverse cela, et qu'on ne parvient pas, on fait maintenant sortir la maman de la fille. Et la maman de la fille sort lors de l'accouchement. C'est là où on arrive, la maman dit que voilà ton fils. Elle chante, elle prend l'enfant. Quand elle prend l'enfant, ce n'est pas parce qu'elle peut porter les orteils. C'est les orteils de qui dans la famille? Les doigts, c'est les doigts de qui dans la famille? Les yeux, on regarde tous ces détails. Quand la maman sort, elle va s'asseoir et dire au père, je doute. Le père ne portera jamais cet enfant. Le père ne portera jamais cet enfant. Et vous avez des familles où l'enfant est né, il a grandi, le père ne l'a jamais porté parce qu'il y a eu des doutes qu'on a commencé à émettre. Bon, on a dans un milieu des occidentalisés beaucoup de choses ont changé, ce s'est perdu. C'est la raison pour laquelle les conservateurs que nous sommes, on essaie de restituer. Je dirais tout simplement que la fille a dit, même chez les occidentalisés, quand vous allez établir l'acte de naissance, c'est plus la parole de la femme qui fait foi parce qu'on dit, seule la mère connaît le véritable père de l'enfant. Donc si elle a décrété tout cela, qu'il se taise, qu'il porte l'enfant, qu'il appelle l'enfant, qu'il prend l'enfant dans ses bras, qu'il parle à l'enfant en lui disant, j'ai cru que tu étais mon sang, tu étais ma famille, mais la maman m'a fait soin. S'il n'a pas les capacités, je ne connais pas son rang dans la famille, ni son grade, il l'amène chez le père de la famille, on fait le rituel pour couper le lien. On dit ça c'est en français, mais pour séparer, très simplement, l'enfant s'en va et il continue sa vie simplement. C'est tout. Ah ben, c'est très intéressant de vous entendre le dire ce matin. Charles-Amel Batchou, merci pour ces détails. Mais Karine Sontia, vous qui êtes femme, vous qui vivez avec elle au quotidien, lorsqu'une fille se comporte de la sorte, quelle sanction, positive ou négative, peut-elle recevoir, à votre avis? La sanction est d'abord psychologique, elle est d'abord personnelle. Parce qu'à un moment donné, ne vous trompez pas, la conscience nous rappelle toujours à l'autre. Peu importe ce qu'on fait, ne pensez pas que ces personnes qui le font ne sont pas jugées par leur conscience. À un moment donné de votre vie, vous allez vous rappeler de tout ce que vous avez fait et vous allez être obligé. Parfois, vous arrivez à un certain niveau de votre vie, on vous dit que vous ne pouvez pas avancer, vous avez tel nombre de problèmes, vous avez ça. Il faut que vous alliez plaider avec certaines personnes pour pouvoir avoir leur pardon et avancer dans la vie.
Les conséquences de ce genre d'actes sont très très graves. Sont parfois on va bien irréversibles. voir les origines d'abord. Qu'est-ce qui peut bien justifier? Est-ce que, empiriquement, qu'est-ce qui peut pousser une fille à agir pareillement? D'abord, c'est l'incertitude. Monsieur Mbachu peut bien dire que c'est la maman qui connaît le père de l'enfant, mais je peux vous assurer qu'il y a des filles qui... ce n'est que la ressemblance de l'enfant qui les pousse à connaître vraiment qui est le père. Vous connaissez que... Oui, il y a des... Elle peut entretenir des rapports avec deux hommes le même jour. Alors là. Oui, il y a des filles, il y a des femmes qui... Ce n'est que parfois la ressemblance qui peut permettre à ce qu'elles se connaissent. Je ne veux pas entrer dans la vie privée des gens, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a des filles aujourd'hui qui n'attendent qu'accoucher leur enfant pour savoir vraiment qui est le père. Parfois, vous voyez, elle accouche avant d'aller maintenant chercher pour dire que voilà ton enfant. Ça arrive. Mais moi, ce qui me désole un peu, c'est le fait de mettre au centre d'une idiotie pareille un enfant innocent qui n'a rien demandé. Il ne vous a rien demandé. Même à naître, il ne vous a pas demandé de naître. Il n'a même pas voulu être là. Mais vous l'amenez dans ce monde pour lui faire déjà être victime de ce genre de situation. C'est-à-dire victime d'un premier père qui n'est pas son père et qui va aller rencontrer un autre père. On ne sait pas comment l'autre père là va vivre avec lui. Comment est-ce qu'il va admettre cet enfant-là et comment est-ce que l'enfant a vécu avec son premier père. Vous voyez déjà un enfant qui, avant d'avoir 5 ans, il a déjà eu 2 pères. Il vit ça comment dans sa tête? Parce que généralement, on fait des choses qu'on on n'arrive pas nous-mêmes à maîtriser la porteur ou la gravité des actions. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, à chaque fois qu'il y a un enfant au centre d'une situation, il faut faire attention. Il faut prêter une grande oreille, une grande attention à ce genre de situation. Un enfant qui n'a que 3 ans et qui aujourd'hui s'avère ne pas être l'enfant de son père et qui est l'enfant d'un autre père. Déjà, si cet homme, ce premier papa, est quelqu'un qui peut développer de la rancune ou encore de la rancœur, comme je vais le dire, peut devenir psychopathe juste pour se venger. On a vu des gens faire Et d'aucun risque d'en payer le prix. Oui, on a vu des gens faire des enlèvements, enlever des enfants, kidnapper. Allez, parfois, on vous dit que l'enfant a disparu et tout, vous ne le découvrez, puis vous allez faire toutes les recherches possibles. La première recherche question qu'on va vous poser, que l'enquêteur va vous poser, c'est qui autour de vous aurait intérêt à enlever cet enfant? Et là, c'est difficile parce que moi, je me trouve là dans une situation que la maman ne maîtrise pas ce qu'elle est en train de faire. Et elle peut, aussi dans une autre rigueur, avoir un enfant rebelle qui à 3 ans vous dit « Je ne veux pas ce papa, je veux mon papa ». Okay. Elle va vivre ça comment? Je veux mon papa, devant son nouveau papa ou son vrai papa, si on veut le dire comme ça, va lui dire « Ce n'est pas toi mon papa, je veux mon papa. Maman, mon papa est où ?» Peut-être qu'il a l'habitude de faire un certain nombre de choses avec l'enfant et elle coupe le lien de manière brusque. Monsieur Mbachu a expliqué comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir séparer les deux, que le papa doit parler à cet enfant et tout. Mais là, elle a coupé de manière brusque. Elle est venue, elle a ouvert la porte, elle a pris l'acte de naissance, elle est partie comme ça. Elle a volé du jour au lendemain, sans même préparer l'enfant à ce qu'elle va se déplacer avec lui. Donc, je n'aime pas quand les enfants sont autant malmenés. Je voudrais en passant saluer une artiste africaine que nous respectons, que nous aimons tant, qui en ce moment est relâchée en France. C'est l'artiste Rokia Traoré qui connaît des situations assez troubles avec son ménage, y compris l'enfant. Vous le savez, son mari belge porte plainte à Rokia Traoré parce qu'en même temps, lui ayant gagné un procès qui lui permettait d'avoir la garde de l'enfant, a été, comment dire ça, Rokia a enlevé l'enfant qu'elle a ramené dans son pays d'origine et revenant effectivement sur le procès en France, en Belgique, elle a été interpellée en France et pendant que nous y sommes, elle bénéficie d'une liberté conditionnelle. C'est une situation assez grave quand même. Lorsqu'on revient, Inch'Allah, même tu voulais rapidement rebondir sur les propos de Karine Sontia. Elle a d'abord eu gain de cause au Mali. D'abord. Elle a eu gain de cause au Mali. Ah, pour le cas de Rokia Traoré. Oui, elle a eu gain de cause au Mali avant que l'homme ait parti engager une poursuite en Belgique. Donc c'est là où on dit la justice ne peut pas, la Belgique ne va pas prévaloir sur celle malienne. Bon, c'était juste en passant. Ils ont une coopération judiciaire qui fait qu'on vous a jugé en un pays, on ne peut pas vous juger dans l'autre. Par rapport à cela. Donc ce que je voulais juste préciser, c'est que à 3 ans, on ne dit pas à l'enfant voici ton vrai père, voici ton faux père. L'enfant qui est né sur le toit familial appelle son grand-père, papa, et sa mère, tata ou grande sœur.
C'est comme ça en Afrique. C'est C'est comme ça en Afrique. C'est chez eux, les occidentalisés, qu'on dit que non, ça c'est papy. Non, ça c'est papa. Non. Et puis après, on se retrouve. C'est pour ça que ces filles sont perdues aujourd'hui. Elles sont perdues parce qu'elles ne parviennent pas à se retrouver. Véritablement, parce qu'elle arrive là, elle a un carrefour. Vraiment. Elle va traumatiser son enfant. Elle se traumatise d'abord elle-même. Traumatiser sa propre famille. Ah non. Dominique Audrey, situation assez complexe quand même. Lorsqu'on regarde, on regarde la situation, quel conseil peut-on renvoyer à l'endroit de cette jeune maman? Devrait-elle revenir demander pardon, monsieur? Ça ne va pas lui octroyer la paternité de son enfant. À quoi servira qu'elle vienne demander pardon aujourd'hui? Ayant offensé, ayant blessé, ayant choqué, ayant outré le monsieur? Ça ne changera rien, monsieur Ngachou. Ça ne changera rien du tout. On ne demande pas aux gens de demander pardon alors qu'ils ne le pensent pas, alors qu'ils ne le sentent pas. Moi, je suis contre les gens qui demandent aux gens de demander pardon. Vraiment, ça ne marche pas comme ça. Ça Mais doit venir, quand on offense, qu'est-ce qu'on fait? Ça doit venir instinctivement. D'accord. Instinctivement. Moi, elle, j'ai rien à dire. Rien du tout, puisque ce n'est pas elle qui pose le problème. Le vin est déjà tiré et maintenant elle boit. C'est elle qui saura comment elle va encadrer son enfant. C'est elle qui dira à l'enfant, en fait, non, c'était pas papa là-bas, voici papa ici, point. Et on passe dessus. L'enfant posera des questions et certainement, elle aura des réponses à donner. Maintenant, le nouveau père, bon, le faux père. Les hommes ont ça de particulier. Certains hommes ont ça de particulier qu'ils se précipitent généralement dans les relations. Tellement vous vous affichez, tellement vous vous ouvrez, tellement vous vous abaissez devant certaines femmes, elles savent qu'elles ont la latitude et la possibilité de vous faire tout ce qu'elles veulent. Si on essaye d'aller un peu, d'essayer de comprendre le genre de relation que Malachi avait avec cette femme, on comprendra que c'était lui qui était plus investi dans cette relation. Est-ce que c'est mauvais? Et conséquence, on a besoin, l'homme doit avoir une certaine marge. Sinon, la femme, malheureusement, prend le courage de dire poliment que ça, c'est Bantou. Où on dit qu'il faut que la femme aime l'homme, que l'homme aime la femme. La femme doit aimer plus l'homme que la femme. C'est ce qu'elle veut vous dire là. Alors, laissons Dominique Audrey chuter. Non, mais le vrai pas. Je l'arrache, c'est Bantou. Je l'arrache, ça, c'est Bantou. Les hommes doivent avoir un peu de recul dans les relations. Merci Malheureusement, je l'ai toujours dit, monsieur Mbachou, malheureusement, aujourd'hui, Malachi était l'homme qui suppliait la relation. Et quand on est, parce que même dans nos familles, on le vit, on a des frères, on a des cousins qui sont comme ça, que lorsqu'ils sont avec une femme, ils perdent quasiment la tête. Et maintenant, ils sont manipulés au doigt et à l'œil par les femmes. Et là donc, voilà une fille qui lui a dit, ok, bon, pour le moment, puisque mon gars est certainement à l'étranger, en attendant qu'il revienne, il faut que quelqu'un paye les factures. Bon, toi le Mougou, viens d'abord, tu payes. Et dès que le père arrive, l'élu de mon cœur arrive, toi, tu décales. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je ne sais pas. Je pense qu'il pourrait éventuellement porter plainte à cette femme pour escroquerie parce qu'il a déboursé une certaine somme. Si son problème, c'est l'argent, il a déboursé certaines sommes, les frais d'hôpitaux, les frais d'hospitalisation, la pension de l'enfant, il peut demander à recouvrer son argent. Également, la mère de l'enfant devra faire une procédure pour changer le nom de Malachi dans l'acte de son enfant. Elle devra faire appel à un tribunal administratif dans l'arrondissement où on a établi l'acte de son enfant. C'est compliqué quand même. Le plus dur, c'est que l'enfant là peut mourir. Et la probabilité de mort est sensiblement de 70 à 75%. Vous pensez que c'est le premier cas? Vous pensez que c'est le premier enfant qui aura vécu cette situation? Non, je ne pense pas. La mort, vraiment, c'est trop. C'est un enfant de 3 ans, elle a le temps de se reconstruire. Il faut faire attention, Dominique. De se reconstruire. Ça dépend de chaque famille. Il y a des familles dans lesquelles vous entrez, on ne libère pas un enfant comme vous pensez. On n'accueille pas un enfant comme vous pensez. Il y a un rituel pour accueillir un enfant. Après un certain nombre de jours, quand le père prend l'enfant, il présente l'enfant. On ne joue pas avec ces choses. Et si l'enfant n'est pas du vôtre, le vôtre, maintenant, conséquence, vous le tuez. Non, mais c'est pourquoi aussi dans certaines familles, lorsque une personne élève un enfant qui n'est pas le sien, on ne dit pas directement à l'enfant quand il a 5 ans que ce n'est pas ton père. On attend jusqu'à ce que l'enfant ait la capacité de comprendre la chose avant de le lui dire. Donc c'est délicat. Ce genre de situation. C'est très délicat. Nous le vivons au quotidien et voilà.
Allez, madame, monsieur, restez avec nous sur les antennes d'Equinox Télévision. Vous faites bien d'être là. C'est 10-12, le Zénith. Et le Zénith nous renvoie tout de suite à la colère, celle de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des microprojets parlementaires au Cameroun. Dites-moi à quoi sert vraiment l'argent que l'on offre aux députés de ce pays pour ce qu'on appelle les microprojets. À quoi sert l'argent de ces microprojets? Est-il possible de contraindre les élus à mieux l'investir? Son attribution même aux députés est-il légale et légitime lorsqu'on sait que leur rôle fondamental, c'est contrôler l'action gouvernementale et légiférer sur les lois? Savez-vous que l'État débloque environ 1 milliard et poussière chaque année pour permettre aux parlementaires de réaliser des projets de développement dans leur circonscription? Savez-vous que par micro-projet, il faut entendre exclusivement les opérations d'investissement physique suivantes: construction ou réfection des salles de classe de tout ordre d'enseignement, construction ou réfection des cases de santé, des édifices publics, équipement matériel didactique des écoles, la fourniture du matériel médical aux formations sanitaires, la construction ou l'entretien des routes, l'électrification rurale, l'aménagement des points d'eau, l'adduction d'eau, la construction et l'entretien des ponts. Constat fait sur le terrain, on tourne tout autour des choses simples et faciles. Adduction d'eau, réhabilitation des ponts en bois, réfection ou réhabilitation de certaines salles avec de la peinture et quelques tables bancs, case de santé entre guillemets, équipement matériel didactique des écoles, à savoir ce qu'on appelle excellence scolaire, que certains pensent qu'il faudrait bannir. Comment donc comprendre l'inexistence des rapports de gestion de ces fonds à la question? Mener des enquêtes, on vous dira que beaucoup de députés n'établissent pas le rapport, ne font pas le bilan de l'ensemble de ces fonds mis à leur disposition. Les questeurs qui sont chargés de procéder sur le terrain au contrôle de l'effectivité de l'utilisation des ressources allouées aux élus chaque année sont eux-mêmes perdus. Ils sont babas parce que ni le préfet, ni le sous-préfet, encore moins les élites ne sont parfois pas au courant des actions menées sur le terrain par ces députés. Je vous en prie, demandez à nos différents députés de la 9e, la 8e jusqu'à la 1re législature ce qu'ils ont fait de ces millions à eux alloués à chaque exercice budgétaire. Concernant le Covid, les députés de la Côte d'Ivoire ont décidé de mettre leur argent au service de la lutte comme étant participation parce que chacun se sent concerné dans sa circonscription. Mais au Cameroun, on a bagarré pour aller percevoir, on a bagarré pour aller prendre. Tant pis pour les autres. Les montants diffèrent suivant qu'on est au bureau, suivant qu'on est membre d'une commission ou un simple député. Demandez-leur l'utilisation qu'ils ont fait des fonds publics qui leur ont été alloués pour la réalisation des microprojets, ce qui était là avant. Après 5 ans au Parlement, un député n'encaisse pas moins de 50 millions de francs CFA. Que dire alors des gars qui sont là depuis 26 ans, 10 ans et j'en passe? Comment comprendre le fait que l'argent des microprojets soit considéré ces jours comme étant l'argent de poche des députés? Savez-vous que de nombreux bénéficiaires s'en servent pour améliorer plutôt leur cadre de vie et s'assurer une existence post-parlementaire paisible? Savez-vous qu'il y en a qui font 1 an sans engager le moindre investissement dans leur circonscription, attendant patiemment les élections pour pouvoir ressortir, prélever un peu et battre campagne? Savez-vous que d'autres députés profitent de ces fonds pour
pour récupérer l'argent qu'ils ont investi lors de la campagne électorale? Comment comprendre cette absence criarde de contrôle de l'utilisation des fonds alloués par les questeurs de l'Assemblée nationale et donc des sanctions à l'encontre des députés qui prennent des libertés avec ces fonds publics? Comment comprendre le fait que certains députés visités n'informent ni les autorités administratives, ni les administrés de la visite du questeur, ouvrant ainsi la voie à toutes sortes de polémiques sur ces soi-disant réalisations? Ces députés passent une bonne partie de leur temps à se pavaner au bord de gros cylindrés, flanqués du macaron Assemblée nationale sur le pare-brise avant, un peu comme dans le récit intitulé « Le corbeau et le renard ». Ces hommes et femmes prennent toujours la posture du renard en trompant à tous les coups les populations, allant même jusqu'à récupérer les projets réalisés par l'État, disant que c'est eux. Pourtant, au fond, la vérité est tout autre. Oh là, assez compliqué quand même. C'est assez compliqué. Mbombo Mbengan, lorsqu'on écoute la colère de Charles Hamel ce matin, on s'interroge véritablement de l'orientation de ces fonds destinés aux micro-projets, d'ailleurs octroyés aux députés. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une évaluation de ce qu'ils ont déjà réalisé à cet argent? Du moins, ce que t'inspire véritablement ce matin cette colère de Charles Hamel? Que vous inspire? Je préfère qu'on se vous voit. Deux choses. La première, pour répondre directement à votre question, on doit faire l'évaluation des micro-projets. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que il existe comme une collusion incestueuse, j'allais dire, entre l'exécutif et le législatif, mais puisqu'il s'agit de l'Assemblée, j'ai dit entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. J'ai dit bien une collusion incestueuse. Il semblerait, dans la pratique des choses, que les députés refusent de contrôler l'action gouvernementale parce qu'en fait, même l'article, je pense, 34 de la Constitution demande aux députés, moins dispose que les députés peuvent voter même motion de censure à l'égard du gouvernement si le gouvernement n'a pas tenu un certain nombre de choses qu'il s'est engagé à faire. Mais comme ils ne veulent donc pas engager, c'est pour ça que je parle de collusion incestueuse. Ils disent au gouvernement, vous savez bien que nous adoptons votre budget ici. On ne contrôle rien. Donc vous aussi, la petite enveloppe que vous nous donnez là, ne nous demandez pas de venir vous expliquer. Voilà comment je regarde, je vois la situation, j'apprécie la situation. Or, lorsque le Cameroun s'est engagé à donner une dotation pour les micro-projets aux députés, c'est pour, en fait, comme c'est les élus du peuple, on parle bien du député de la nation. C'est tout à fait normal qu'un député, d'abord, il doit avoir une permanence parlementaire, il doit recueillir les avis des populations, parce que la loi qu'il va voter à l'Assemblée nationale doit réguler les rapports sociaux. Donc, ces propositions-là, qui vont être contenues dans les lois qu'il va voter à l'Assemblée nationale, viennent bien du peuple qu'il a élu. Pour cette raison, que ce peuple qui vient vous voir a sûrement quelques obstacles dans son épanouissement, des obstacles qui méritent un accompagnement de vous qui êtes l'élu du peuple. Comme il y a la mairie, donc la municipalité à côté, qui doit gérer les programmes d'urgence des populations, mais vous, le député aussi étant élu, on ne peut pas vous laisser comme ça. Ça veut dire, non, les gens peuvent quand même venir vous dire, mais nous n'avons pas de l'eau potable là-bas. C'est tout à fait normal qu'on donne quelque chose aux députés pour que de temps en temps, ils puissent faire même un forage par-ci, les tables bancs par-là, un certain nombre de choses. Mais le montant est connu, Mbombo. Oui, je pense que c'est passé de 8 à 10 millions. 8 millions. 8 millions par député. Et aujourd'hui, c'est plus 8 millions parce qu'en même temps, il y a une loi de finances qui le montant importe peu. Mais est-ce qu'à 8 millions, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement comme projet avec 8 millions? Je ne dis pas que c'est minable, mais qu'est-ce qu'on peut réellement réaliser comme projet avec 8 millions? Non, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes élu député, même si on vous exclut de votre parti, vous allez terminer le mandat de 5 ans. Oui.
vous pouvez légitimement dire que oui, on me donne seulement 1 million par an. Au bout de 5 ans, ça va faire 5 millions. Très bien. Vous enregistrez les projets, les micro-projets, et vous dites aux populations, non, pendant madame, attendez, non, l'argent que je reçois n'est pas assez considérable. Je vais, en tant que député, votre député, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais l'argent se remet une seule fois ou bien? Non, c'est à chaque exercice. Comme l'exercice actuel, on a remis l'argent. On a remis. Donc, rien ne les amène j'allais dire, à dépenser les 8 millions ou 10 de là, par exemple, puisqu'on vient de leur donner. Non. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de relations, il y a souvent un ministre en charge des relations avec les assemblées. Donc, l'exécutif, les élus, en principe, d'une localité, doivent travailler de concert. C'est parce que vous aurez à résoudre les plans sectoriels du gouvernement et les plans d'urgence de développement qu'encadrent les collectivités territoriales décentralisées. Et le député est entre les deux. Il faudrait donc en principe, on coordonne tout ça. Mais le problème chez nous, c'est que on pense qu'on est élu, on est même au-dessus de son parti politique, qui ne peut pas vous donner des orientations. Et quelquefois même le parti augmente les cotisations que vous devez verser au trésorier. Donc, et le député qui, lui, ne veut pas contrôler l'action du gouvernement en disant au gouvernement, même vous, que je n'entends pas que vous veniez de nous demander de justifier. Donc, c'est pour ça que je parle de collusion incestueuse qui fait en sorte que, en fait, le député, il peut bien bouffer son argent de 5 ans sans qu'il ne vienne soit rendre compte nos peuples, soit faire un quelconque projet qui puisse permettre à ce peuple-là de s'émanciper. Collusion incestueuse. Oui, voilà, entre les députés et les ministres. En réalité, ils sont là pour contrôler l'action gouvernementale et que l'on leur remette 8 millions pour des micro-projets. Alors, cette colère de Charles Hamel, avec toi ce matin, au Dominique Audrey, quelle inspiration? La colère de Charles Hamel Bachou ce matin met en lumière une chose que peu de populations savaient aujourd'hui. Peu de populations savaient qu'en principe, les députés qu'ils vont élire doivent avoir la possibilité de leur donner un certain nombre de services. Et M. Bachou l'a mentionné dans sa colère. Il a parlé des salles de classe, il a parlé des hôpitaux, il a parlé de l'eau, des routes et de l'électricité. Parce que quoi? On leur donne un budget pour pouvoir mener à bien un certain nombre d'actions sur le terrain. Lorsqu'on a pensé les micro-projets, de financer les micro-projets auprès des députés, il était question de ne pas tous les jours attendre ou bien de contacter la haute hiérarchie pour qu'on donne par exemple un forage dans un quartier. Donc il fallait qu'ils aient de l'argent à portée de main pour pouvoir gérer les petits problèmes dans leur circonscription. Malheureusement, aujourd'hui, cet argent qu'on remet à ces députés-là leur sert à se faire une carrière, se faire une image. Malheureusement, dans nos quartiers et dans nos villages, ils sont plus remarqués par la qualité des voitures avec lesquelles ils viennent dans leur village. Ils sont plus au service, on dirait, de l'exécutif. Parce que quoi? Ils viennent juste là, nourrissent momentanément la population sans leur donner ce dont ils auront besoin sur le long terme. Lorsqu'on donne une somme sensiblement de 8 millions à un député, avec cet argent, il peut financer les petits agriculteurs locaux. Il peut favoriser l'accession aux engrais, par exemple. On peut avoir des machines dans les champs, on peut avoir des forages à certains endroits, on peut même donner des bancs, des tables et mettre des toits dans des écoles, dans nos écoles qui pour la plupart sont un peu orphelines, disons ça comme ça. Beaucoup de gens dans la population également, pour ceux qui ont l'information, se disent que les députés juste d'une certaine immunité qui fait que on ne peut pas facilement les inquiéter par rapport à l'argent qu'ils ont à gérer. Mais sauf que la population qui met ces députés à ces postes-là a un pouvoir de décision. Vous êtes censés être les personnes qui observent sur le terrain ce qu'ils ont fait effectivement. Lors des campagnes, on vous promet généralement monts et merveilles. Après donc, il est question de surveiller l'action. Est-ce qu'on vous a donné de l'eau? Est-ce que vous avez de l'électricité? Est-ce que dans vos hôpitaux, vous pouvez avoir de lits? Vous avez un certain nombre de choses. Si ça ne se fait pas, vous sanctionnez par le vote. Et c'est ce qui vous est demandé parce que vous avez un droit de regard. L'argent qu'on leur donne sera
sort du trésor public. Et le trésor public, tout le monde le sait, c'est nous tous qui y contribuons. C'est très bien dit, Dominique Audrey. Karine Santia, penserait-on que cet argent, c'est de l'argent gaspillé inutilement? Ton avis? Après, quand on voit qu'on ne fait pas grand-chose avec, on voit que c'est gaspillé. Ça fait environ 40 millions de francs CFA à chaque législature pour un député. Si on veut comptabiliser, si chaque année un député reçoit 8 millions de francs CFA x 5. C'est 8 millions x 5. Très bien. Vous voyez, le nombre d'argent, ça fait beaucoup d'argent pour un député. C'est pas comme si c'était rien du tout. Oui, ça fait 40 millions. Non, mais c'est pas non plus rien du tout. C'est pas non plus rien du tout. C'est quand même 40 millions. C'est pas pour construire le pays qu'on lui demande. Il est élu sur la base d'un programme par rapport à une circonscription. Et ils ne sont pas souvent élus seuls. Il y a les circonscriptions qui sont souvent à 3 à 4 députés. C'est pas comme si un député va se lever et mettre sur pied une action solitaire pour son nom à lui. Parce que quand vous êtes 3 dans une circonscription, on s'attend à ce que de manière collégiale, vous mettiez sur pied un projet après l'élection qui pourra aider vos populations pour les convaincre à vous réélire à la prochaine édition des élections. Mais quand vous voulez chacun faire ses choses tout seul, dans son coin, je vais faire les fourrages, je vais faire ci, je vais faire ça, et après on voit que vos fonds même ne vous permettent pas de faire des fourrages. Autant de fourrages que vous avez promis aux gens. Non, ça veut dire que vous les avez trahis. Peut-être si vous êtes d'un même parti politique, ça se comprend. Mais si vous êtes des partis politiques différents... Jusque-là, c'est l'effet pervers de la politique. Parce que les citoyens ont les mêmes problèmes, qu'ils soient ceux qui vous ont élu ou ceux qui ont élu votre adversaire politique. Dans la même circonscription, les problèmes sont les mêmes. Raison pour laquelle tout le monde nous dit que je vais apporter de l'eau, je vais apporter de l'électricité, je vais changer vos vies, je vais donner à manger aux gens, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais après, ce qu'on se rend compte... Ce qu'on voit, c'est que ces députés, à la fin de chaque année scolaire, viennent faire des dons dans des écoles, pas des dons en table-banc et autres, rarement des tables-bancs. Mais on va vous dire, il a donné 10 tables-bancs et puis il a donné 100 cahiers pour les premiers de la classe et c'est tout. Sous un fond de rendement médiatique grave. Comme si en fait, ce qu'il a fait, c'était... on n'a pas besoin d'être député pour le faire. Ce qu'ils ont fait, on n'a pas besoin d'être député. Encore que sur tout ce qu'ils font pour les populations, ils mettent leur nom dessus. Honorable député tel, sous un forage. Honorable député tel. Ça veut dire qu'au final, les populations se souviennent de vous. Mais on se souvient de vous seulement quand vous faites quelque chose. On ne se souvient pas de vous quand vous n'avez rien fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on se doute du fait qu'ils soient là-bas. On doute bien le fait que nos députés soient vraiment des représentants du peuple. On a l'impression que, en fait, quand ils souscrivent à une élection, c'est justement pour avoir la possibilité de gérer bien leurs affaires et éviter qu'ils aient des taxes supplémentaires sur leurs activités. Ils ne se soucient pas du peuple. Charles Amel Battu, pour finir sur cette colère-là, est-ce que les députés ne peuvent pas, sauf s'ils le font, restituer les différents projets à l'Assemblée nationale qui doit les valider, qui doit suivre également l'exécution et en faire des évaluations par la suite? Je vous prends un cas pratique. On est à l'ère du Covid-19. Un vrai élu, devrait dire, ok, j'ai perçu les 8 millions. Pour que ça n'arrive pas dans ma circonscription, je partage les masques. Je mets ces fonds à disposition pour les gels hydroalcooliques, pour mettre des fûts dans tous les... Pardon? Ils sont allés en compte. Je mets des fûts à tous les carrefours pour permettre à tous au moins de se laver les mains. Quand on vous remet de l'argent sans aucun cahier de charge, vous n'êtes pas tenu. Vous pouvez transformer tout. Vous pouvez transformer tout en micro-projet. Une maman qui vient vous demander l'aide pour l'aider, un micro-projet, vous aidez. Et maman qui vient vous dire qu'elle n'a pas à manger à la maison, un micro-projet, vous aidez. Voilà. Parce qu'il n'y a pas. Or, à une certaine époque, cette aide était inscrite dans le projet BIP. Cette aide était inscrite dans le projet BIP. Ça veut dire que chaque député, par rapport à sa zone, bénéficiait d'un projet. On dit, bon voilà, réfléchissez. Chez moi, il n'y a pas la route. On va en inscrire dans un projet BIP. On envoie la route chez vous. Voilà comment ça se passait. Ils ont dit non. On veut sentir la liquidité. Quand vous voyez quelqu'un vient donner dans un établissement 10 tables bancs, un table banc, c'est combien? 8500? En tout cas, maximum 10 000. Non, 8500. Les 10 000 qu'on demande dans les établissements, c'est le vol. Je dis 8500. Un table banc? Oui. Vous demandez 10.
18 000, ça fait 85 000. S'il est venu déposer 20 tables bancs et qu'il a ajouté un peu la peinture, il va demander à ceux qui viennent commenter de dire que j'ai construit, j'ai refait, j'ai fait ci. Et voilà comment on trompe le peuple. 85 000 par là, 90 000 par-ci, 100 000 par là. Non, j'estime qu'ils devraient se mettre au service du peuple. Ils ne sont pas au service du peuple. Ils sont plus dans l'exécutif, la recherche des 4-9. La recherche des 4-9, des marchés, par-ci. Allez voir. Mais pas dans maturité. Mais pas dans faire un goudron de photos. Allez à Village, Brazzaville, Dakar. Tous les fontaines, là, on avait mis don spécial de l'honorable. L'eau ne coule plus. Je dis à Bépanda, l'eau ne coule plus. Les bonnes fontaines sont mortes. C'est les pompes comme elle parlait. On fait avec pression. Rien ne coule. Alors, ça sert à quoi? Ne prenez pas. Dites que cet argent est petit. Ne prenez pas. Au lieu de dire que cet argent est petit, mais donnez quand même. Vous avez des députés qui, lors de cette 10e législature, ont pris leur argent, ils sont allés s'asseoir et céder le siège aux suppléants. Et ils sont allés gérer les mairies. Est-ce que dans un pays normal, on devrait donner l'argent à quelqu'un? À ce sujet même précis, est-ce qu'on est encore dans un pays où on est maire et en même temps on est député? Comment expliquer ce cas-là? Non, il n'y a pas de cumul de fonctions. Mais il doit faire un choix. Il y a un temps imparti pour faire le choix. Et dans cet intervalle de temps, il y a l'argent qu'on verse à l'Assemblée nationale. Il fallait d'abord récupérer cet argent. Il récupère d'abord cet argent. Cède le siège maintenant. Mais là, il dit que j'ai fait le choix. Va t'asseoir à l'Assemblée sans rien. À la fin, si au niveau de la question, on demande à avoir le bilan, ce suppléant va présenter quoi? Rien. Donc, comme Bamboka dit, c'est une collision incestueuse entre l'exécutif et le législatif. Chacun mange. Quand on a la bouche pleine, on ne se plaint pas et on ne parle pas. Vous avez déjà vu on épingler qu'un ministre. Vous avez vu on épingler qu'un ministre. Les questionnaires sont envoyés 1 mois avant, parfois 2 semaines avant au ministre. Les questions qu'on va poser à l'Assemblée nationale, c'est envoyé 1 mois avant, parfois 2 semaines avant. Donc le gars a tout le temps de lire, on va me poser quelques questions, on va aller fouiller, il apprête. Il arrive, il vient nous sortir un tapioca mal gonflé. Il ne se sentira aucunement embarrassé pendant les questions. C'est la réalité. Pendant les audiences. Tu m'embarrasses alors que c'est moi qui te donne les 4-9. Je donne les marchés publics, je mets dans les entreprises. Non. Donc j'estime à un moment que soit on supprime littéralement. On supprime littéralement. Non, pas le Parlement. Ces projets, ces micro-projets, l'argent de ces micro-projets, et on les réinscrive dans les projets BIP. Ça permettra véritablement que les gars descendent sur le terrain, que ces projets servent à quelque chose. Pour le moment, les populations n'en bénéficient pas. Merci à vous de rester sur les antennes d'Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes avec 10-12, le Zénith. Nous allons marquer une pause et on reviendra. Et là encore, on aura tellement de choses à nous partager ensemble. De retour avec vous sur le plateau de 10-12, le Zénith. Mesdames et messieurs, si à l'instant vous nous retrouvez, vous êtes chez vous et on va simplement se rendre compte que depuis la montée des revendications sur la toile, aujourd'hui, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation se réveille enfin. On va simplement dire que le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le docteur Madeleine Tuenté, a reçu en audience le 25 mars 2020 une équipe de jeunes innovateurs rassemblés autour du Global Map Lumia & Company. Ces jeunes proposent un protocole d'utilisation des drones et des technologies assimilées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-2019 au Cameroun. Et il faut rappeler simplement que ces jeunes innovateurs avaient participé du 17 au 20 décembre 2020 au Minrezi à un workshop national sur les drones civils organisés par le Comité national de développement des technologies. Finalement, on voit le ministre très en mouvement, Bombor Bengan. La page Facebook justement du ministère bouge énormément ces jours-ci. Il y a tellement de réactions. Est-ce qu'il aurait fallu que les Camerounais mettent la ministre sous pression afin qu'elle réagisse, même si jusqu'ici elle nous a fait comprendre que les origines du Covid-19
reste encore au niveau des chauves-souris, ce que nous savions déjà, parce qu'elle n'a rien dit de nouveau. Quelle appréciation vous en faites? On va quand même lui dire bonjour, Mbembo Menga. Oui, mais il faut, c'est une bonne chose. Hein. C'est pour ça qu'on demande, que nous demandons au peuple camerounais, que le fait même d'avoir une carte d'un parti politique n'est pas, j'allais dire, n'est pas la chose royale. Il faut plutôt que tous les Camerounais devraient plutôt être formés à la citoyenneté. C'est-à-dire, vous pouvez interpeller vos députés, vous pouvez interpeller tous les ministres à tout moment. Et pour le cas qui nous concerne, je pense qu'il y a 2 personnes qu'on devait interpeller, ou 3. Le président de la République, le premier ministre et le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Le président de la République et le premier ministre pour leur dire qu'il s'agit d'un problème pas de santé publique, mais de protection civile. Et le ministre de la Recherche scientifique pour lui dire, mais madame, depuis que vous êtes là, vous parlez souvent des laboratoires, comment vous appelez ça, des études, des plantes médicinales. Oui. Vous avez une cellule de promotion, de recherche et de promotion de la pharmacopée traditionnelle, c'est comme ça qu'ils appellent. Non, mais quand vous le faites, on dit que vous êtes un ennemi de la République. Non, oui, mieux vaut être un ennemi de la République. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est bien un docteur, vous appelez Didier Raoult. Didier Raoult. Quand il fait ses preuves, quand il est venu, justement parce que l'environnement français fait que, médecin de son état, il peut prendre des risques. Mais comme c'est des scientifiques, il dit nous avons un protocole. Il a installé son laboratoire à Marseille depuis des années. Vous n'allez pas me dire que le ministre de la Recherche scientifique, je dis même que c'est une chance pour elle. C'est une chance pour elle que scientifique de son état, parce qu'elle est pharmacienne, elle dirige ce ministère depuis plus de 10 ans. Et qu'on arrive à ce niveau, cette situation aujourd'hui, où elle devait seulement dire à ses collaborateurs que, mes chers amis, les chauves-souris sont ici. On dit que c'est les chauves-souris qui apportent ça. Mais vous n'avez rien vu depuis vos recherches là. Et venir maintenant appeler son homologue de la santé publique en lui disant non, gars, comme tu vois là, mes gars, ils sont avancés. Appelle, je ne sais pas, voilà. Et c'est d'ailleurs cela l'orientation des journées médicales qu'on faisait à l'époque où on parlait du CUS. Du CUS, je me rappelle encore du discours que le président Paul Biya avait fait là-bas, je pense, c'était le 24 janvier 1983, lors de la 2e journée médicale du Cameroun. Eh bien, il interpellait plutôt un professeur Maurice Toga, qui lui venait de Marseille. Donc, que veut donc le CUS aujourd'hui? Que vaut le CUS? Parce qu'en fait, c'est apparemment le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé publique qu'on a divisé un peu pour former le ministère de la Recherche scientifique et technique. Donc, c'est un ministère qui est transversal, hybride, qui devait nous dire... Non, comme vous voyez, la coronavirus, même les vétérinaires ont même découvert beaucoup de choses. Voilà ce que nos laboratoires. Nous attendons seulement la confirmation de l'Organisation mondiale de la santé. Camerounais, trompez-vous, le virus est là, certes, mais nous on peut le combattre même en 4 heures. Charles Amel Mbadjou, j'ai bien souhaité ce matin que l'on regarde et qu'on apprécie effectivement le geste ou encore les sorties de la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Aujourd'hui, elle est en mouvement. Va-t-on l'apprécier ou pas? Monsieur Michel Ngachou, quand vous réveillez quelqu'un qui dort profondément, soit il se lève, il s'agite, il est perdu, il s'embrouille dans tout ce qu'il fait. Vous parlez même, c'est à peine s'il vous retrouve. Soit il se lève, il commence à... Il veut absolument poser l'acte par rapport à ce que vous êtes en train de dire, il tombe, il se fracasse. C'est ce qu'on est en train de vivre. Là. Mais c'est pas gentil, Charles Amel. J'ai pris, pour rester poli, j'ai pris un exemple. Vous gentil. Savez, on parle de... Je prends un cas simple, hein, on parle de la Témésia depuis. L'artémisia. Oui. De nombreux Camerounais se sont lancés dans la culture de l'artémisia. Oui. Est-ce que vous savez que ces gars ont été littéralement attrapés? On a brûlé des champs, on les a maîtrisés, méprisés. On a des cas comme ils sont allés rencontrer Madame le ministre. Je vous prends un cas simple. Les gars de l'artémisia, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est parce que sur la toile, si vous lisez la toile, on dit que même un traitement contre l'éjaculation précoce, ça n'a pas trouvé. Allez lire. Ça va dans tous les sens. Oui, les tirs sont à balles groupées sur Madame le ministre. Mais vous vous rendez compte qu'on a passé le temps à dormir.
On a passé le temps véritablement à laisser, on a ajouté innovation pour tromper le peuple camerounais. Quelle est l'innovation? On devait avoir des comprimés artémisiens au Cameroun. On devait avoir. On ne devait plus attendre la grippe, même le quinquilibre. Les sirops, on devait les avoir. Vous avez vu, c'est Mbambok Yebga. Le Cormor. Le Cormor Mbambok. Attendez, ces propositions-là sont envoyées à cette cellule. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de propositions que personnellement j'ai faites. Par exemple, ce Cormor Voilà. Pour le paludisme. Pour le paludisme. Pourquoi il n'en fait pas pour le paludisme? Très bien. Allez, on va permettre également à Karine Sontia d'aller rapidement nous servir les messages, les nombreux messages que vous, nos téléspectateurs, vous nous laissez ce matin. Demandez au gars de laisser passer et de refaire sa vie. Le karma existe. Steve Bonbon qui nous a écrit par rapport à l'histoire du jour. Montre-moi le cabinet d'un député et son rapporteur au Cameroun. Le travail sur les affaires de la société. Armand Djamenye. Comme pour décoigner, on n'a pas. Tout le monde ne voit pas. Peut-être il y en a. Et c'est caché? Je ne sais pas. Peut-être c'est dans les domiciles privés. Voilà. Henri Michel Cham, le mal triomphe lorsque les hommes justes ne font rien pour le combattre. Malachi, si tu laisses passer cette histoire, tu permettras à d'autres hommes d'être des proies et finalement les victimes sacrificielles de ces filles panthères qui écument la société. Tu dois poursuivre cette fille pour escroquerie ou la poursuivre aussi loin que la loi le permet. Non, ce n'est pas conseillé. Je pense que Charles Lamel a dit. On a pensé que c'était non. On ne discute pas neuf. Vous discutez, c'est là où on a pensé qu'on va faire la sorcellerie pour que l'enfant meure. Non, on ne fait pas de sorcellerie pour que l'enfant meure. Quand vous commencez à discuter, d'abord, quand tu as parlé des effets psychologiques, vous voyez ce qui est là. Il y aura ces effets psychologiques, mais il y a pire que ça. C'est-à-dire, c'est une famille qui sait déjà que leur enfant a 3 ans. Et vous leur dites, ce n'est pas votre enfant. Détachez Plutôt. d'abord le lien. Donc, en réalité, c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous qui parlez des liens éthériques, vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez rencontrer, vous allez au Brésil, je dis n'importe quoi, vous allez voir beaucoup de personnes. Mais s'il y a quelqu'un qui a votre sang, vous allez le reconnaître tout de suite. Rapidement. Ah oui. La Donc, filiation en par fait, le sang est très forte. c'est ça qu'on coupe là. Donc, et l'enfant sera déconnecté des champs éthériques qui l'ont encadré pendant ce moment-là. Où on a dit, ah mon fils, mon bombo, mon petit... Bon, quand vous coupez tout ça, il devient quoi? Vous pensez que... c'est ça qui tue l'enfant. Ce n'est pas, on ne fait pas de pratique de sorcellerie pour que l'enfant meure. Dans les Bamboutos, j'étais juste le nom du village, et un enfant qui a eu ce cas. L'enfant est né, l'enfant a grandi à 7 ans. Il fallait absolument, ça menaçait le village, on devait l'installer sur le trône. C'est-à-dire, comme on dit au village, que oui, sur la chaise de son arrière-grand-mère qui était vide et qui posait des problèmes, on a pris l'enfant, on allait faire asseoir d'après tout le rituel. Je dis tout le rituel sacrificiel et purificatif qu'il y avait tout autour. On a fait asseoir l'enfant. 6 ans après, les gens ressortent, on dit que non. C'est pas lui. Non, que ce n'est pas le père, ce n'est pas l'enfant de la famille. Ils sont arrivés à la chefferie, on gère ça. Comment? Qui était ici avec, on ne veut pas entendre, il a perdu définitivement son enfant. Il a engagé des procédures, c'est encore pendant même à Bouddha. Je dis c'est pendant à Bouddha, là où je vous parle. C'est compliqué, la famille a dit que pour rien, on ne joue pas avec ce genre de choses. Soit elle prend un cadavre, soit elle reste là. Pour vivre avec. Donc, c'est pour dire que c'est les femmes qui entraînent généralement le monde dans ce genre de décadence et de désordre. C'est les femmes, c'est pas les hommes. Le karma va le suivre, laissez l'enfant tranquille. On va poursuivre. Alors, Karine Sontia. parlant de la colère de ce matin, cela a excité en moi. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Cela a existé en moi, a excité en moi, voilà, une autre colère, car il y a des lustres que mon village Bacon, se trouvant dans la circonscription électorale d'une Nord, a bénéficié d'un projet parlementaire encore visible à l'esplanade de la cour de notre chefferie, celle de la construction d'une tribune de fête par le feu parlementaire. Non, il est toujours parlementaire, c'est fait que voilà. C'est le Claude Parisien, oui, qui avait réalisé. Moussa. Bon, c'était un don spécial. Évoluons. Par rapport à la colère, je pense que le secret repose sur les cahiers de charges. Si on dit à chaque député ce qu'il devait faire et qu'on met sur pied une commission pour vérifier, on verra où l'argent est parti. Dominique Audrey. Oui, à ce sujet, je
je pense qu'on ne pourrait pas dire aux députés ce qu'ils doivent faire. L'argent qu'on leur donne, c'est pour financer certains micro-projets dans leur circonscription. On peut avoir des jeunes qui décident de se mettre en groupe pour lancer des projets, élever des poulets, faire des activités. Donc, il n'y a que sur le terrain qu'on peut avoir. Maintenant, ils doivent avoir des commissions qui vont effectuer une sorte de veille et de contrôle sur le terrain. Je ne sais pas, peut-être sous votre contrôle, est-ce que le CONSUP n'a pas un droit de regard sur... Il y a des questeurs à l'Assemblée nationale, il y a les questeurs. C'est le rôle des questeurs d'aller vérifier cela sur le terrain. Et puisqu'on vous dit que les mêmes questeurs sont coupables. Non, ils ne sont pas coupables. Les questeurs sont perdus. Est-ce qu'ils font leur travail? En 2010, Kavaye Yégué avait demandé à ce que tous les bilans soient déposés sur son bureau. L'Assemblée nationale s'est vidée. L'Assemblée nationale s'est vidée. Il y a eu quelques... Oui, c'est vidé. Qui devait encore venir siéger? On a dit, reste avec tes histoires là-bas. Je voulais aller fouiller. Ils ont déserté l'Assemblée quand on a demandé, jusqu'à ce qu'ils disent que j'ai compris comment ça a été géré. Revenez. Les gars sont revenus, ils ont continué. Parce que cet argent est utilisé. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des tribunes. Allez, faites un tour dans certains villages, vous allez vous rendre compte que les tribunes, les places de fête, ce qu'on appelle les places de fête, la place de défilé, mais allez regarder à quoi ça ressemble. C'est de l'arnaque. Mieux ces députés mangent l'argent. Mieux ils mangent que d'aller détruire. Non, vraiment, les rêves des populations. Allez voir. Descendant à Bayangam, il a parlé de Bakong, descendant à Bayangam. Il y en a plein. Je dis plein comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est la flangornerie à la limite. Mais le cas Bakong précisément? Non, c'est parce que c'est un... Vous connaissez le cas Bakong? Non, c'est un téléspectateur qui a soulevé la question. Je ne connais pas quel village. Je sais 66 villages. Je peux prendre le même cas que ce soit à Bafunda. Je peux prendre le cas de Bafunda. Il n'y a pratiquement rien du côté de Bafunda. Ouais. Je peux vous prendre le cas dans le Mongo. Ici dans le Monga, faites un tour dans le Mongo, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. Les populations partent sur des kilomètres pour aller défiler. Arrivé là, défiler, on dit c'est le don de l'honorable tel. Regardez ces 6 à 7 poteaux qu'on a plantés dans le sol. On a fait la chape au sol et c'est terminé. Et voilà. Et c'est là les chèvres. Oui, on va juste déposer les chèvres. On s'en va. Je peux vous prendre le cas de Bamena. Lorsque vous passez à Bamena sur l'axe en allant à Baranté, vous passez au niveau de Bamena, vous regardez. Est-ce que c'est là où on devait implanter une place de défilé sur un axe lourd comme celui-là? Je dis non. Mais on va vous dire c'est l'honorable tel et c'est X. Je prends le cas puisqu'on a parlé des places de défilé. Tout ce que ces députés octroient aux populations ne sont pas des dons. Parce que ça ne vient pas de leur poche. C'est votre argent. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est votre argent. Ce n'est pas un don. Parce que au Cameroun, ici, on a l'impression que lorsqu'on vous donne un hôpital, c'est une faveur qu'on vous fait. C'est la moindre des choses. Lorsqu'on vous donne un pont, c'est pour vous. C'est votre droit le plus absolu. Donc, ce ne sont pas des dons. Ces députés-là, vous ne vous font aucune faveur. On leur donne l'argent pour faire ça. Juste pour finir, Mbombo, sur ce sujet-là précisément, où se plaindre quand les populations se sentent abusées? À la question. Oui. Le président de l'Assemblée. Il y a comment on appelle ça, bureau de président. Dans les urnes aussi. Le président de l'Assemblée. Parce que l'exécutif n'a pas le droit de s'ingérer dans des affaires de Parlement. Donc, le président de l'Assemblée nationale doit exiger, comme il vient de commencer là, il dit, nous avons 5 ans. L'argent de micro-projet que vous décaissez, chacun doit justifier, apporter des justificatifs pour que justement, parce qu'il y a un commissariat au compte de l'argent qu'on donne à tout le monde, y compris à la présidente de la République. Il a fait récemment? Non, il n'a pas fait. Donc en fait, c'est ce qui devrait être fait. C'est une proposition. C'est ce qui devrait être fait. Le budget là, à l'Assemblée, on a dit, on a donné 180 depuis tant de temps. Chacun doit à la fin du mandat me donner le bilan de ce qu'il a fait. Ouais. Bon, maintenant c'est le député qui va lui dire non, moi. Dites à la fin d'année. Oui, parce que c'est 5 ans. Oui, dites à la fin d'année, il doit dire. Parce que quand on dit le bilan à la fin du mandat, 5 ans après. Parce qu'en fait, le député a le loisir de prendre année par année ou de prendre les 5 ans et faire quelque chose. Donc, comme disait Audrey, on ne lui dit tu agis pas les micro-projets, c'est lui qui apprécie. Il peut donc se dire j'ai recensé 4, mais les 8 millions ne peuvent pas. Si je commence par telle localité avec la diversité culturelle que j'ai dans ma circonscription, ça risque de. Donc au bout de 5 ans, ça va me faire 40 millions.
et les 40 millions, je vais les disposer de telle manière. Il a aussi la possibilité. Normalement constitué. Oui, c'est il réfléchit. Oui, absolument. Non, mais il faut encore que sur le terrain, il n'ait pas les le problème, c'est que ce rapport il y en a qui ont eu des projets qui sont arrivés dans le terrain. Ce rapport doit donc être adressé au président de la Chambre. Donc, en on lui peut se disant plaindre. que voilà, moi, mes 40 millions, j'ai pensé qu'ici, il y aura une borne fontaine, là, le profilage des routes. Ici, il y a un groupe de jeunes qui s'est constitué pour faire la volaille. Voilà, donc... Vous oubliez que les sénateurs ont aussi 10 millions. Les sénateurs ont aussi 10 millions. Il n'y a pas que les députés. Les sénateurs ont aussi 10 millions de francs qu'on met à leur disposition. Wow. C'est très compliqué. Et le président du Sénat doit donc veiller à l'application. Et même si les populations devraient se plaindre, du moins se plaindre dans les urnes. Surtout dans les urnes. Parce que vous n'êtes même pas sûr que votre courrier arrive là-bas et que M. Patou l'a dit. On leur a posé la question. Où sont les rapports? Ils ont déserté. Sans aucune sanction, rien, ils ont repris leur vie normalement. Vous pensez que si Oyagel se lève pour aller se plaindre? Il y a un député qu'on a reconduit, dont je tais le nom parce qu'il est à la 10e. S'il n'était pas là, j'aurais raconté son histoire. Il est allé faire un bilan, son rapport, il a fait un rapport sur 80 pages. Il a fait un rapport de 80 pages. Mais tout ce qu'il a mentionné dedans, c'est ce que le gouvernement a fait. C'était le projet qu'on a fait. Lui, il a démontré. Quand Kavaïge a ce jour, il a regardé, ils se sont mis à rire. C'est un autre député, ils se sont mis à rire et ils ont compris où va véritablement cet argent. Non, c'est un dépannage. Ce qui est dommage, c'est que c'est fait à dessein et les téléspectateurs, les Camerounais aujourd'hui savent qu'ils peuvent se plaindre et pour se plaindre, peut-être la meilleure des manières serait dans les urnes. Mais surtout les jeunes, il y a les jeunes là qui viennent de PCRN et tout ça, on va voir. On va regarder. Ils vont faire la différence. Ils vont faire la différence. On va regarder, on sera assez regardant là-dessus. On espère. Merci à vous de rester sur les antennes de Kinos Télévision. Ne zappez surtout pas parce que on va aller regarder un tout petit peu vos agissements sur la toile. Et Karine Sontier est là pour la revue des réseaux sociaux. Alors, on parle cette fois-ci du communiqué de l'ambassade de la France au Cameroun qui a eu l'autorisation de la part du gouvernement camerounais pour faire rapatrier les citoyens français encore au Cameroun de manière exceptionnelle dans leur pays d'origine. Une autorité camerounaise vient de donner, les autorités camerounaises, tant pour moi, viennent de donner leur accord pour que 2 vols exceptionnels Air France puissent acheminer les passagers qui souhaitent rentrer en France. Détails à venir. Pourquoi ne pas nous donner toutes les informations de suite, Bambor Mengan? Non, on ne donne pas. Parce qu'en fait, c'est même ce qui devait être fait. On a eu des choses d'empoignade dernièrement. Tout pays sérieux a l'obligation, je dis bien l'obligation, le devoir de soigner ses citoyens, ses concitoyens. Donc, vous êtes atteint de coronavirus à Londres, à Rome, à Paris ou même à New York. Vous devez les ramener chez vous. Un peu comme les Camerounais partis de Nairobi pour le Cameroun. Amener chez vous, oui, pour les soigner. C'est pour ça qu'on interpelle les membres du gouvernement comme Madeleine Tuenté. Donc, vous devez les amener. C'est ça d'abord le devoir. Maintenant, comme il y a une coopération universitaire, il y a une coopération en matière de santé, de justice et tout, ils peuvent donc rester là-bas, chez eux, mais vous avez l'obligation d'apporter votre contribution. Vous avez vu les Camerounais qui sont en Chine. Il y en a même qui ont dit que même ceux qui étaient boursiers, l'État du Cameroun ne leur donne pas l'argent. Non. Donc, ce que fait la France, les États-Unis l'ont fait. Vous demandez à vos citoyens, est-ce que vous voulez? Vous êtes allés dans vos pays d'accueil, ils vous disent non, on pense qu'on peut rester ici. On vous dit d'accord. Quels sont ceux qui veulent rentrer? Parce qu'il y a des liens de famille. Vous pouvez être ici, votre famille est là-bas. Vous pensez que le stress, les effets psychologiques, vous dites, je préfère rentrer, trouver ma famille pour qu'ensemble, on essaie de gérer cette pandémie. Mais quand vous arrivez, les mesures, vous les prenez 14 jours, 2, voilà. Mais vous rentrez quand même. Donc, c'est la mesure, j'allais dire, normale de tout pays. C'est une mesure normale que la France a fait là, les États-Unis l'ont fait. Mais surtout, est-ce que vous avez donc le devoir de protéger vos concitoyens? Vous mettez les mesures. Ils veulent venir à tout moment. C'est tout. Moi, j'apprécie ce que le gouvernement français a fait là, et même les autorités camerounaises qui ont accepté qu'ils partent d'abord. Très bien. Karine Sontia.
Un deuxième sujet, cette fois-ci, on parle de la région de l'Ouest qui risquerait d'être frappée de plein fouet par le coronavirus aujourd'hui. Ils sont déjà 3 cas de ce côté-là. Officiels. Alors, mais dans la région de l'Ouest, les autorités médicales et même administratives demandent à certaines personnes de venir se signaler à la délégation régionale de la santé pour affaires les concernant. Alors, il s'agit là des personnes qui étaient dans le véhicule dans lequel a voyagé le premier cas détecté de coronavirus dans cette localité, qui s'avère être un prêtre qui avait dirigé certainement une messe à Bafoussam le 15 mars dernier. Donc, les paroissiens. La paroisse, c'est Saint-Anne de Bouddha. De Bouddha. Oui. Là-bas, c'est à Bouddha. Il y a eu de la Côte d'Ivoire. Il y a d'abord eu un voyage. Où le premier cas dans le coaster. Venu de l'Italie. Ce Camerounais-là venait de l'Italie. Ce prêtre-là venait de l'Italie. Maintenant, celui-ci, on parle là de Bouddha, des gens qui ont assisté à la messe du 15 mars, de 6h à 12h, à se signaler à la délégation régionale de la santé de l'Ouest. C'est dit qu'aujourd'hui, lorsque l'État le fait comme cela, aujourd'hui, Dominique Audrey, vous appelez à vous signaler. Est-ce que les gens comprendront le message, à votre avis? Ça dépend du canal qu'on utilise pour demander aux Camerounais de venir. Peu viendront, mais je pense qu'avec la situation qui prévoit actuellement, les ministères en charge et des transports et de la sécurité et tous ces ministères-là devraient se rapprocher par exemple des agences de voyage et exiger que lors du remplissage des fiches, qu'on prenne les contacts des passagers. Ça permettrait de ça existe, pouvoir... le bordereau, sauf qu'on non, prend il y a pas un les numéros. bordereau existe. Le bordereau prend les noms. On prend le nom, le numéro de carte d'identité et le téléphone depuis que je voyage. Depuis le déclenchement dans certaines agences. Depuis que je voyage. D'accord. C'est des instructions qui ont été données. Très bien. Ok, on gagnerait donc à multiplier. Mais là, sur ce cas, on n'a rien eu. On n'a pas les contacts des personnes. Peut-être ils ont voulu tenir. On a mis les noms des personnes. Mais ils n'ont pas mis les numéros. Oui, vous la savez, localisation. Il y a une psychose, mettre aussi les noms là, reviendra à ce que n'importe qui appelle pour l'insulter. Attention. Dominique Audrey. Aussi. Monsieur Mbachu a tout à fait raison. Je dis que ça dépend du canal qu'on emploie pour rappeler ces personnes-là à l'ordre aujourd'hui. Moi, je profite de la tribune que vous me donnez par rapport à cette question sur le coronavirus encore. C'est de demander, comme on le voit dans d'autres pays, d'avoir minute by minute, du moins chaque heure, un bilan, une sorte de round-up des cas qu'on a déjà recensés. On le voit dans d'autres chaînes de télé, au Sénégal notamment, il y a un journal spécial coronavirus. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même chose ici au Cameroun pour nous tenir informés? Comment est-ce que le gouvernement camerounais se déploie? Moi, j'ai du mal avec les communiqués. J'ai du mal parce qu'on en a déjà un peu trop. Un peu trop. Ça nous renvoie également, Charles Amel Bachou, à la une du journal Le Jour, qui pense que la communication autour du coronavirus au Cameroun est catastrophique. Et on a eu la chance, il y a 2 jours, d'avoir sur les antennes de Kinos Radio, Rodrigue Sofo, expert en communication de crise, qui est venu faire des propositions, mais quand même reconnaître que depuis hier, le ministre de la Santé a décidé de faire des rapports à chaque 18 heures. Nous sommes à combien de cas? 75. C'est hier, non? Oui. Ce matin, on a combien de cas, monsieur Michel Gachou? On attend 18 heures. On attend 18 heures. On attend 18 heures. Bien. Non, c'est pour vous dire que, jusqu'à aujourd'hui, on est resté sur lavez-vous les mains au moins 13 fois par tousser sur le coude, utiliser le gel hydroalcoolique. Au Sénégal, au Gabon, ils sont passés à l'utilisation de gants. Parce que tu te laves les mains au savon en bas, dehors. Tu arrives, tu appuies, tu ouvres la porte. Quelqu'un d'autre a déjà ouvert. Tu arrives, tu déposes ton téléphone sur une surface où le virus est posé. Vous voyez? La réflexion est poussée. Attendez, je vous ai pris les pays. Je vous ai pris ces pays où ça évolue. Au
Au ministère de la Culture, il y a je vous dis où ça ça évolue avec une rapidité. Je vous ai expliqué comment ils ont modifié la communication. Donc, ce qu'il faut au Cameroun est bien fait, mais on devrait davantage. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se oignent le visage avec le gel hydroalcoolique? Oui. Est-ce que c'est... Qui envoie jusque dans les narines en disant que si ça vient, ça va coller. Vous riez. Je vous dis, vous riez. Il y a une automédication qui est forte. Malheureusement. Il y a une automédication qui est forte à l'heure où je vous parle. Ne nous arrêtons pas au cas. Ne nous arrêtons pas au cas. Ça va plus loin que les cas désormais. C'est bien beau qu'on nous parle des cas, mais je crois que l'information devrait évoluer, les mesures devraient évoluer. Vous descendez pour ouvrir une porte, vous appuyez. Quelqu'un d'autre vient derrière vous, il a lavé, il n'a pas lavé, il appuie la porte. Vous repartez, c'est dans les narines, c'est tout. On devrait dire aujourd'hui qu'une fois que vous avez lavé les mains, vous pouvez avoir accès à vos yeux, à vos narines. En lavant les mains, lavez une fois le visage parce qu'il peut se poser sur... Non, il faut que ça évolue. Vous allez dire que les gens connaissent, mais les gens forcément ne connaissent pas. Parce que déjà même, je vais vous dire, ils sont peu qui connaissent les manifestations de ce Covid. Oui. Est-ce que vous savez que ceux qui ont la simple grippe à l'heure actuelle, nous sommes en pleine période de grippe, ceux qui ont la simple grippe sont stigmatisés. Oui. Ceux qui ont la simple grippe à l'heure actuelle à Douala sont stigmatisés et vivent des pressions terribles. Pourtant, ce n'est pas le Covid. Donc, je crois qu'il faut revenir sur ces cas. Il y a des médecins, je crois que Kinox fait un travail remarquable là-dessus. Je souhaiterais aussi que tout le monde emboîte le pas et qu'on ait une communication agressive pour permettre en différentes langues. Nous avons 4 aires géographiques, 4 aires. On va en Foufoulde, on doit parler en Oussa, on doit parler. Vraiment, tout le monde doit se mettre pour permettre à tous de pouvoir comprendre ce différents messages. Donc, j'estime. On interpelle encore le ministre de la Communication qui, au-delà de tout, quand même hier, en ce qui concerne son département ministériel, devrait, quoi qu'il en soit, rassembler les différents médias du Cameroun et dire exactement à ces différents médias. Ce n'est pas lui, laissez le chef de l'État qui devait créer. Nous, on n'a pas besoin d'un directeur général ou d'un directeur général adjoint de la NASLA. On n'en a pas besoin des décrets d'organisation du grand dialogue national. Ça ne nous sert à rien maintenant. Ça ne nous sert à rien. C'est ce dont on a besoin là maintenant. C'est un comité scientifique qui va plancher sur la question. Les fonds qui sont donnés, on a donné au ministre de la Santé 100 millions, 150 millions. Les entreprises qui vont donner, cet argent-là sera organisé. Mais attendez, il faut quand même qu'on l'organise. Regardez les pays voisins. Est-ce que ça nous donne quand même bon bord de nous dire qu'aujourd'hui, on quitte un peu le Cameroun, on va survoler, on va aller en France, que les travaux, les résultats de recherche du docteur Didier Raoult, qui sont contestés aujourd'hui, est-ce qu'il est seul contre le monde aujourd'hui, à votre avis? Oui. Il est seul contre surtout les firmes pharmaceutiques qui veulent faire de l'argent. Ils veulent faire de l'argent. Et utiliser les vieilles molécules veut dire que l'argent ne va pas entrer. Donc, chloroquine, tout le monde connaît. Et il leur appartiendra seulement à regarder les effets secondaires, puisque depuis qu'on a enlevé les chloroquines, beaucoup d'autres maladies se sont ajoutées. Aujourd'hui, lorsqu'on vous prescrit, par exemple, la chloroquine, quel effet secondaire ça peut avoir si vous êtes diabétique, si vous êtes hypertendu, si vous avez l'ulcère. Ainsi, donc, une arythmie cardiaque. Une arythmie cardiaque. Il y a ceux qui sont atteints d'insuffisance rénale. Donc, en fait, moi, je pense que c'est là où devaient être orientées les recherches. Mais non, eux, ils pensent qu'il faut battre en brèche ces choses-là. Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'en plus de la stigmatisation dont parle Charles Hamel, il y en a, peut-être qu'il avait une simple infection pulmonaire, ou, je ne sais pas, une tuberculose, là, qui a vu que, parce qu'il va être étiqueté, rester à la maison et mourir de tuberculose, alors qu'il n'a même pas de coronavirus. Il y en a qui, peut-être, parce que hypertendu et diabétique, il a toussé 2 fois ou bien il a éternué. Il a éternué. Bon, lui-même, il panique. Donc, c'est pour dire la chose suivante. Continuons à aller à l'hôpital pour les maladies, j'allais dire classiques. Vraiment. Continuons à aller faire la goutte épaisse normale pour voir si on a paludéen ou pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Je m'attendais à ce que Madame le ministre des Recherches scientifiques et le ministre de la Santé font une sortie avec le ministre du Commerce. Ça ne va pas dans les pharmacies. Hein. Les pharmacies,
les pharmacies ont doublé les prix, même des Mais antipaludéens. le ministre du Commerce a quand même fait une sortie. Pour les Il est en train, il est dans une forme de répression là maintenant. Et Ce sont les brigades de contrôle des prix qui doivent se battre. Parce que si les pharmaciens arrivent à ce niveau, ça C'est veut grave. dire qu'eux aussi, ils sont Ils ont dans la pression. Non, dans ce schéma d'assassinat collectif. C'est une tentative d'assassinat. Vous demandez ne un pouvez produit. pas. Voilà, l'antipaludéen que vous achetez à moins de 3 000, Et 9 000. on vous a ramené aujourd'hui à 9 000 francs. Pourquoi? Pourquoi? en tout cas, pour finir avec cette revue des réseaux sociaux, Karine Santia, nous sommes attachés, accrochés à vos lèvres. Alors, on parle cette fois-ci du ministre, d'un communiqué, d'une correspondance qui nous intéresse, adressée au gouverneur des régions, le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui dit que dans le cadre de la riposte à la pandémie Covid-19, notamment la mise en quarantaine des cas suspects, il demande la réquisition au moins de 40 chambres d'hôtel par chef-lieu de région dans les ressorts de compétences respectives de chaque gouverneur afin de mettre en quarantaine ces cas suspects. Signé bien sûr le docteur Manaouda Malachi. Audrey Dominique Oyengelek finalement demandé à ce que 40 chambres d'hôtel soient réservées dans chaque chef de département, de région. De région. C'est une bonne mesure, c'est une bonne approche à votre avis? Moi, je me serais attendu à ce qu'on parle des différents hôpitaux de ces chefs de région-là. Qu'on demande par exemple aux hôpitaux de voir quels sont les besoins, de se manifester et tout. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas d'hôpitaux qui sont à même d'abord de réceptionner les premiers cas qu'on peut avoir dans cette région-là. Je ne sais pas, Monsieur Mbachou, Père Mbombo, Karine Santia, y a-t-il pas des camps SIC aussi là-bas, dans ces régions? On ne devrait pas en avoir aussi parce que il y a Les logements sociaux. les logements sociaux. Les logements sociaux. Puisque j'ai vu une publication de Martin Camus-Mime qui mentionnait que par exemple à Douala ou à Yaoundé, je crois, on pouvait utiliser ces espaces qui sont aujourd'hui devenus des champs, de confiner des gens là-bas sans pour autant stopper les activités des différents tenanciers d'hôtels. N'a-t-on pas de camps SIC en travaux dans cette région-là? Y a-t-il pas d'hôpitaux là-bas? Je ne sais pas. Pourquoi demander sensiblement 40 chambres aujourd'hui là-bas? Ça veut dire qu'il y a plusieurs cas là-bas? C'est ça? On a dit dans toutes les régions. Dans tous les chefs Chaque de région. région réserve on en a 40 10. chambres par On en a 10, oui, chaque région réserve. 40. Quand on va à l'Est, je pense que si on va, il y a un seul grand hôtel à l'Est, à Berthois. Pour aller réserver à Berthois, ça veut dire qu'on va tuer les activités, presque tous les forestiers Aussi. sont retrouvés là. Il y a des zones où il n'y a qu'un seul hôtel. Est-ce que mélanger les gens qui sont susceptibles d'être malades avec des personnes qui ne sont pas malades, ça ne va pas augmenter le risque de propagation des maladies également? Ces hôtels sont-ils On vide les hôtels alors? préparés? Moi, je vois d'abord une certaine incohérence dans l'action gouvernementale. Le ministère de la Santé publique n'instruit pas le gouverneur. Il ne peut instruire les gouverneurs que s'il y a, comme disait M. Batou, un comité qui a été mis en place et qui lui donne ces attributions-là. Le gouverneur est le délégué régional du ministère de l'administration territoriale. C'est lui qui représente le chef de l'État, on dit souvent, parce qu'il est le patron du délégué régional de la santé publique. Donc, je m'attendais d'abord que le ministère de la Santé publique nous donne l'État. Par exemple, qu'ils disent à Douala, il y a la Quintini, il y a l'hôpital général, il y a l'hôpital psychiatrique de Yassa, au gynéco-obstétrique de Yassa, qui, chaque hôpital a, j'allais dire, mis en place un pavillon de 40 lits pour. Et j'ai réquisitionné, je ne sais pas, Mémorial Mouna et tout, dans les hôpitaux privés, il y a tant. À Yaoundé, ils nous donnent l'État. À Bafoussam, ils donnent l'État. À Bamenda, ils donnent l'État des hôpitaux publics, plus peut-être parce qu'ils travaillent en collaboration avec l'ordre des médecins, c'est-à-dire ceux qui exercent en clientèle privée, qui ont pu donner. C'est d'abord ça qu'on devait savoir. Parce qu'il est question, c'est vrai, ils ont dit, si ça continue, les hôpitaux risquent d'être débordés. C'est pour cette raison qu'on dit que ce n'est pas, c'est la santé, pose un problème de santé publique, mais davantage
de protection civile. C'est ça d'abord. Si on mettait la protection civile en avant, on aurait mobilisé plus un large spectre de personnes pour cela. C'est compris, Bombor Bengan. Charles Amel Bachou, juste pour finir et sortir de ce sujet-là. Je vous assure qu'en plus du malheur que nous allons vivre, ce que nous ne souhaitons pas, ça va nous permettre d'ouvrir des yeux. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'hôpitaux de référence. Parce que quand on parle d'hôpitaux de référence, un hôpital de référence au standard minimum, c'est 2500 lits. Minimum 1500, 2500 lits. Alors s'il faudrait qu'on réquisitionne pour la quarantaine, je pense que, comme Bamboka dit, on devait dire, ok, désormais on réquisitionne l'hôpital à Kintini. Tel hôpital, on réquisitionne l'hôpital à Kintini. Les différents malades qui sont là vont être transférés. Parce que l'une des premières initiatives, idées encore lancées par Bambok, c'était celle de relancer, de réfectionner, de réhabiliter la clinique Mouna, la clinique Sokop, ce qu'on n'a pas épousé. On a dit non, cette histoire. Ça n'entre pas. Peut-être ça viendra, oui, ça n'entre pas. On pouvait réquisitionner littéralement un hôpital dans la Kintini désormais. On l'aménage uniquement pour ces cas. Tous les autres cas, on va les transférer à X ou à Y ou l'hôpital général, suivant les différentes rentrées. Mais que non, on demande de prendre en termes d'hôtels. En prenant les hôtels, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on prenne 40, 50, 60 lits. Mais seulement, il faut tenir compte de l'environnement. Il faut tenir compte de l'environnement. Le personnel de l'hôtel n'est pas le personnel infirmier. C'est pas le personnel infirmier. Tellement important d'en parler, tellement important de le dire qu'on a regardé quelques reportages sur les antennes Equinox Télévision où des personnes ont été confinées dans des hôtels qui disent ne pas être bien préparés. Mais on s'est rendu compte que le personnel de l'hôtel ou des hôtels se frottait carrément à ces voyageurs-là. Vous venez donner à manger, à servir, vous venez nettoyer la chambre, vous venez... Voilà. Et moi, ce qui a été surprenant et gênant, moi je veux le dire parce que j'ai mené quelques reportages à ce sujet, j'ai été personnellement choqué de me rendre compte que même la police se frotte à ces personnes. Ils n'ont pas le choix. Même la police se frotte à ces personnes. Ils sont obligés. Monsieur Michel Ngachou, lorsque vous essayez de parcourir, vous essayez de voir comment faire, vous allez vous rendre compte que la police américaine est formée aux réalités de douane. Ils connaissent que tel objet est une pièce recherchée. Lorsqu'on enquête, on voit, on dit ça, c'est un Picasso, c'est un braque, c'est à rechercher. Monsieur, vous allez où avec? Ils sont formés sur les questions d'hygiène. Ils sont formés dans une multiplicité de disciplines. On les forme, on les prépare, ceux qui sont au secteur de la douane. Pendant que les gars se baladent au niveau des drogues, on les forme. Mais ici, là, je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on les avait confinés à l'hôtel Beau Séjour sans publicité, arrivé, vous avez des gars qui n'avaient qu'un seul. Ils sont dans un taxi. Non, mais il faut... Ils sont dans un taxi, premièrement, oui. Pas dans un véhicule de scie, pas dans un véhicule de circonstance. Les gars se retrouvent à suivre les gars. Et puis, descendent, ils disent non, vous n'allez pas venir. Même les gants, ils n'avaient pas. Je crois qu'il faut revoir véritablement tout cela. Dans la zone de Bonepopa, il y a plein d'hôtels. Lorsque vous quittez d'ici jusqu'à Mangoulé, il y a plein d'hôtels qui sont de ce côté. On peut aménager ces différents hôtels. En sortant de Douala jusqu'à Mbongo, il y a des hôtels qui sont dans cette zone. On peut discuter avec ces différents responsables, voir la disponibilité en termes de lits, voir les compensations. On est en crise et dit voilà. Vous allez au Gabon, vous allez vous rendre compte que Ali Bongo a instruit à l'armée, au génie militaire, de construire des hangars. On disait ici de construire des hangars. Ils sont en train de faire, à l'heure où je vous parle dans toutes les différentes régions, 17 000 hangars. Obligation, ils doivent livrer demain vendredi 17 000 hangars. Mais on est content de voir qu'on a aménagé des hangars, des lits. Nous avons eu l'effort de guerre. Permettez-moi, on a eu l'effort de guerre. L'effort de guerre a permis qu'on achète des matelas. Il y a plein de matelas. On peut prendre des gens de Saint-Post. On peut prendre ceux qui font, tous ceux qui font dans les matelas. Vous avez quelle disponibilité? On vous finance pour nous faire des matelas, pour faire des lits. C'est possible. C'est possible. Est-ce que vous entendez parler, Charles Bachou, on ne dira pas qu'on se plaint énormément avec Equinox Télévision et qu'on ne peut que dire ce qui ne marche pas parce que on s'en souvient qu'il y a un ministre qui, en intervenant sur un plateau une fois, a dit Equinox ne dit que ce qui ne marche pas. Et pourtant, on ne présente que les faits tels qu'ils sont. Et surtout, on fait des propositions de sortie de crise. C'est très important. En tout cas, on va rapidement aller nous interpeller. On va s'interpeller. On va interpeller le petit Camerounais. En attendant que Constille Amé se présente et se prépare également pour nous retrouver sur le plateau B. Nous sommes sur 10-12, le Zénith, Equinox Télévision, c'est votre télévision, madame, messieurs, restez des nôtres. L'idée nouvelle que je propose, c'est celle du côté sanitaire
et du côté sécuritaire. Ouais. Il y a aussi le côté agricole. Bon, alors pour le côté sanitaire, comme j'ai dit, il y a... En fait, sanitaire et sécuritaire, c'est presque la même chose parce que quand on n'a pas la sécurité, on n'a pas la santé. Vous ne pouvez pas ignorer le savoir parce que on sait que ici au Cameroun, chez nous, quand on a un problème, quel que soit ceux qu'on appelle comme les secouristes, ils viennent quand ils veulent. Donc logiquement, c'est ce côté sanitaire ou sécuritaire. Bon, je crois quand même que si on améliore ce côté-là, n'importe comment le développement va avancer. Allez, on le comprend très bien. Il parle de santé, il parle d'amélioration sanitaire et sécuritaire pour qu'il puisse avoir un réel développement. Mbombo Mengane. Je vais prendre une phrase qu'Aïdjo avait prononcée lors de l'ouverture des premières journées médicales et que le président camerounais Paul Biya a reprise lors de la deuxième journée médicale. C'était le 24 janvier 1983 au CUS, au Centre universitaire des sciences de la santé. Il disait, je cite, « Cette journée destinée à ouvrir nos pays d'Afrique le chemin des libertés véritables et des progrès réels puisse constituer le point de convergence des efforts qui visent à préparer les conditions les plus favorables à la vie et à la créativité de l'homme. » Une citation. Donc, c'est quand on est en santé qu'on est content. Même si c'est le doigt qui vous fait mal, vous êtes mal à l'aise. Donc, il faut des gens sains qui sont, ils sont sains, ils sont en santé, et là, ils peuvent se déployer. Donc, en fait, la santé, c'est un problème. Ce n'est plus un problème, j'allais dire individuel, c'est un problème national. Vous voyez, donc, quelqu'un est contaminé, les autres fuient. On dit que, ah non, il risque de... C'est ça, donc, la montre l'interactivité que nous avons. Maintenant, il est dans l'isolement, mais il faut lui apporter ses cours. Donc, il faut chercher les moyens pour qu'il soit en santé. Ça veut dire qu'on va impliquer et les plateaux techniques, et les recherches, et tout, et tout. Donc, en fait, la santé est au centre de tout. C'est pour ça que vous avez vu certaines entreprises, même lorsque le truc du VIH est arrivé, les entreprises se disent, mais attends, nous risquons d'avoir tout notre personnel. On détectait, mais c'est privé, mais là, on les prenait en charge. Ces entreprises les prenaient en charge parce que le problème de la santé, si vous n'êtes pas là, l'entreprise s'effondre. Donc, si l'entreprise s'effondre, c'est toute la société qui s'effondre. Il faut donc avoir les citoyens en bonne santé et c'est ça qui permet l'épanouissement de tout le monde. Mais malheureusement, ça l'amène nous amener encore à l'eau dernièrement. Dites alors à Kamwata de ne plus couper d'eau, de laisser l'eau couler. Donc, on va donc faire, peut-être Kamwata va vous dire que le gouvernement ne règle même pas ses factures. Donc, hier voilà. On parle du confinement. Hier, il y a une coupure d'électricité. Dans la zone, c'est des gens qui m'ont fait signe que la zone de Bepanda, par exemple, il y a une coupure. Tous les gens, comme l'intérieur des maisons chauffées, sont sortis tous s'asseoir. Ils sont allés tous s'asseoir, se regrouper à l'air libre. Alors, imaginez-vous qu'il y a une personne qui était malade à l'intérieur, qui est au confinement. Elle va être appelée à sortir. Je crois que là aussi, comme Momboka dit, qu'on ne coupe plus l'eau et qu'on ne coupe plus la lumière. Que ce soit des mesures à prendre à l'immédiat pour permettre aux gens d'être à l'intérieur. Que des programmes télévisés soient aménagés, comme on voit un peu partout en France. Que les programmes soient aménagés pour permettre à tous de rester à l'intérieur. Que les enfants qu'on voit en train de commercialiser dans le marché, tous les marchés de Douala, on a pris la mesure à Bafoussa, on n'a pas pris à Douala. Les enfants se baladent encore avec les trucs, les bananes, les trucs. Attendez, attendez. Et ça pose aussi un problème. Il parle de sécurité, c'est vrai, on parle de santé. Et il a semblé quand même toucher un point important, celui de la nutrition. Ce qu'on mange également, c'est important de bien contrôler cela, Karine Santia. Oui, c'est important de contrôler ce qu'on mange parce que en cette période-ci, les médecins conseillent d'apporter à notre organisme un ensemble d'aliments qui favoriserait des apports en vitamine C dans l'organisme. Donc, on vous oriente beaucoup vers les fruits et les légumes pour pouvoir renforcer votre système immunitaire face à
là. Donc, c'est ça que certaines personnes conseillent. Mais sauf que je vous coupe à Paris, nos légumes et fruits, vous nous avez dit qu'on les vend à côté des Oui, poubelles. oui, des oui, marchés. non, à côté même des rigoles aussi. D'accord. L'un des légumes qui apporte beaucoup, c'est le zom. Vous connaissez le Oui, zom? le zom, oui. Vous savez à combien on vend une tête de zom maintenant? C'est 750. Non, ce matin, je vous donne le C'est prix combien, du monsieur? zom. C'est 1500. La tête du Et zom. voilà, j'étais à J'ai dit le zom. Bon, C'est qui était Et 350? t'appelles ça le bar. Voilà. Je vous ai dit, l'un qui apporte en vitamine, c'est le zom. Descendez, vous allez venir. Dominique Audrey, il faut également être regardant sur la nutrition pour parler de santé, de véritable santé et de sécurité. Pour faire toujours face à ce Covid-19 qui nous agace énormément. Oui, sauf que on est à une saison où aujourd'hui un citron coûte, on vend 3 citrons à 500, 2 morceaux de ginger à 100 francs, ça devient grave. Comment est-ce qu'on va faire pour se nourrir? On ne peut se rabattre aujourd'hui que sur le riz parce que désormais le plantain coûte très 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 cher. Je ne sais pas comment notre gouvernement va faire pour trouver les mesures pour pouvoir nous approvisionner en matière de riz, mais il faut serrer la ceinture et acheter un paquet de Zoma 1500, monsieur Mbachou. Mais je voudrais quand même saluer. Je voudrais quand même saluer. C'est fou, ça a doublé. Il y a une semaine, j'ai acheté ça à ce prix-là. Je dis Mais là, c'est à 1500. Le zom a un apport terrible en vitamines. Je vous le dis, le zom. Non, mais les commerçants ne devraient pas faire ça. Non, mais C'est ce qu'on décrit avec les pharmaciens. justement. On descend sur Mais le- quand il part acheter Bimalaril qui était à 2300 les à pamplemousses, 9000. les fruits qu'on appelle pamplemousse, il n'y a plus le tas de 1000 francs. Allez, Il n'y a plus. merci infiniment de rester des nôtres, madame, monsieur. Dans un instant, on va relire également vos messages. Vous êtes assez nombreux vraiment à réagir et à interagir. Ce qu'il faut dire également, Karine Santia, c'est que nous vous regardons, nous vous écoutons et nous voulons être en phase avec nos Avec les téléspectateurs. Le directeur de l'hôpital central de Yaoundé a dit que la prise en charge d'un patient atteint de Covid-19 coûte à l'État soit 300 000 francs, soit par jour, soit 4 millions de francs CFA par jour, non. Non. Non, c'est 300 000 francs 300 par 000 jour. francs par jour. Et à la fin du traitement, on a 4 millions et poussière. Pourquoi par veut-il patient. faire peur aux malades? Par patient, oui. C'est quoi Pourquoi l'opportunité d'une telle sortie? Pourquoi de ce veut-il... directeur. Attendez que je termine avec le message. Pourquoi veut-il faire peur aux malades? Cette déclaration pourrait empêcher les gens d'aller se manifester craignant qu'ils n'ont pas assez de moyens pour se soigner. Donc peut-être fallait compléter que tous ceux qui ont là, l'État a pris en charge. Non, mais il ne devrait donc pas le dire. C'était une sortie inopportune, maman. Il ne devrait pas le dire. C'est dire aux gens que si vous n'avez pas 300 000 par jour, mourrez chez vous. Non. Il a Peut-être dit que la aux mesure gens, n'est pas bonne. il a d'abord dit, parce qu'ils ont sectionné la mesure et c'est ça qui n'est pas bien pour nos compatriotes. Il a commencé à énumérer un certain nombre, mais ils ont pris seulement cette partie. Il a commencé à dire, les patients qui fuient l'hôpital central de Yaoundé doivent rentrer, qu'il n'est pas à l'idée qu'ils vont contacter le coronavirus à l'hôpital, donc ne partez pas, venez. Il a continué en disant, vous avez d'autres pathologies qui ne sont pas de coronavirus, nous allons continuer à vous prendre en charge par rapport à ça. Il a dit, les cas de coronavirus qui sont arrivés chez nous, qui ont été traités, il a donc évalué les coûts. Oui. En leur disant, mais il n'a jamais dit que c'est les familles de ces patients-là qui l'ont pris. Voilà, donc il disait, il énumérait un certain nombre de choses pour que le Camerounais reprenne ses habitudes d'aller à l'hôpital. C'est ça qu'il a dit. Et il a même donné des numéros qu'il appelait vers et tout. Effectivement, on a eu la chance. On a eu la chance ce matin de l'avoir. Mais là, c'est l'hôpital central Yaoundé et l'hôpital La Quintini de Douala. Parce que les deux directeurs ont accepté également d'intervenir sur nos antennes radio ce matin. Les numéros, Karine. En dehors du 15-10, vous avez le 677 89 93 69. Le 677 89 43 64 ou le 677 89 76 44 et enfin le 677 90 01 57. Ça c'est pour Yaoundé. Et à Douala, c'est le 698 98 44 44 ou alors le 698 98 22, 22. Donc, reprenez vos bonnes habitudes. Il faut préciser retournez à l'hôpital. Le 15-10 n'est que pour Yaoundé.
Uniquement. Ceux qui appellent, ils ont dit que... 15-10, c'est pour l'équipe que dirige le ministère C'est de la ça que Santé je suis en train de Et dire, qui est parce basé à qu'il y a Yaoundé. beaucoup de gens qui sont venus ce matin me voir à Equinox pour dire, on appelle, on nous dit non. Ils ont dit qu'ils vont étendre des numéros verts par région. Donc, c'est bien la Non, décision. je veux dire qu'ils Oui. peuvent appeler. Donc, ils prennent ces Et numéros. c'est Ils le continuent à appeler. 15-10 qui va leur dire, vous êtes où? Vous êtes à Douala, allez à tel endroit. Ouais, allez à mais tel endroit. Mention, si le 15-10 est saturé, Appelez ces les numéros numéros. qu'on vous a communiqués, Tout à fait. n'hésitez pas effectivement à les utiliser et n'ayez peur de rien. Allez à l'hôpital normalement. Poursuivez vos bonnes habitudes. N'ayez pas peur de l'hôpital parce qu'une fois à l'hôpital, ceux qui sont nos soldats aujourd'hui sont les médecins. médecins. Ils sont en ligne de SMS front Manu. et ils font un travail qui vise effectivement à améliorer les conditions de santé de ceux qui sont touchés. Merci infiniment pour ce moment. J'aurais aimé ajouter quelque chose, Monsieur Ngacho. Allez-y. Si ça ne vous dérange pas, je voulais dire qu'au lieu de nous envoyer tous les jours des messages pour nous dire l'OMS, mentionnez ces numéros-là dans les messages et merci de rappeler aux gens quels sont les symptômes qui doivent les alarmer. Ne nous dites pas que machin, non, vraiment, c'est pas important. Mentionnez les numéros qu'on doit contacter et rappeler les symptômes qui doivent Les premiers symptômes. alarmer les gens. Et sachez que si on donne les communiqués, dans mon village, il n'y a pas d'électricité, donc les gens n'ont pas la possibilité de regarder la télé pour relever les numéros que Karine a donnés. Mais au moins, on peut avoir des portables. Et sur ces portables, on peut recevoir encore les Les messages. opérateurs de téléphonie mobile, voilà. Envoie Oui, des- puisqu'ils le font. Oui, Ils, oui, nous- tout à ils le fait. font. Donc, Il faut merci de vraiment nous le faire. envoyer plutôt les numéros au lieu de nous parler Il de y a des l'OMS. radios communautaires. Nous pensons également qu'il faut maximiser une communication autour de ces radios communautaires en langue locale pour permettre effectivement à ces populations villageoises, entre guillemets, de prendre la bonne mesure et surtout d'accueillir favorablement l'information. Autre message, Karine. Un autre message cette fois-ci qui nous dit tout simplement que si la chauve-souris est la cause du virus, alors il peut aussi nous servir d'antidote. Même le ministre, Madame le ministre, mettez-vous au travail. Oh, en tout cas, on espère que le message est passé. Bon message. On espère que le message est passé. Très bon message. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir pris du plaisir à nous regarder en ce jour sur les antennes Equinox Télévision pour le 10-12, le Zénith. On va remercier Charles-Amel Batchou, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengelek. On n'oublie pas vraiment toute la grande équipe technique dirigée par Emmanuel Wapi, réalisateur de l'émission, Carlos Minuet au son et surtout Raphaël Bounia qui était là en caméra. Merci à vous, merci à tous. Portez-vous bien et très bonne journée.